L'actu jeux vidéo, séries, comics et manga, c'est dans l'Entre du Geek, avec Damien et toute son équipe, sur Happiness. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième saison de l'Entre du Geek, merci à Raphaëla, on fait coucou à Raphaëla qui nous a parfaitement lancé pour sa première de Quoi de neuf Amiens, qui était là, vraiment bien joué les gars. On va reprendre cette troisième année, cette troisième saison avec toute l'actu geek, l'actu pop culture, l'actu ciné, l'actu série, l'actu comics, l'actu jeux vidéo, l'actu de plein de choses. Et j'ai notamment avec moi mon équipe qui est toujours là avec Sabrina. Sabrina, bonsoir. Bonsoir. Horta, bonsoir. Bonsoir. Et également Laura, bonsoir. Bonsoir. Alors, au sommaire de cette émission, on va revenir sur tout ce qui s'est passé cet été et sur les dernières annonces, et je peux vous dire qu'il y a du lourd. En fin d'émission, on aura également Nicolas, le président de Once Upon a Show, qui viendra nous parler de leur nouveau spectacle qu'ils mettent en place là actuellement et qu'on aura la chance de voir à Beauvais lors du Retro Game Festival au mois de novembre. Et en attendant, c'est parti pour cette nouvelle formule entre du geek et notamment la partie ciné. La chronique Ciné Geek. Alors, on va commencer cette chronique Ciné Geek notamment avec les dernières infos et une info qui a beaucoup fait parler dernièrement sur internet. Ben oui, je crois que ça a bien marqué l'été, en tout cas le mois d'août, avec beaucoup d'informations qui sont tombées. En plus, on avait le droit à la télé de voir la rediffusion continue tous les matins de Kaamelott, si vous avez reconnu la musique que Damien vient de nous passer. L'annonce, c'est les dates de sortie. Alors, on a un film, un gros film en fait, qui a été tourné pendant 8 mois, qui a été découpé en 2 volets. Une première partie, du coup, qui a été annoncée pour le 22 octobre 2025. Et puis, un deuxième volet, il faudra attendre un an plus tard, le 11 novembre 2026. Alors, les 2 volets, ils ont pris, ça coûte 19 millions de budget, donc on est sur un budget colossal. C'est un budget qui a été voulu et assumé par Alexandre Astier parce qu'il veut pas renier sur le scénario et sur son projet, c'est son bébé. On a un casting assez XXL qui a été annoncé avec les acteurs phares de la série qui rempilent. On va retrouver effectivement Alexandre Astier, son frère Simon Astier, Audrey Fleurot et j'en passe évidemment plein d'autres. Son père, sa mère, parce qu'en fait Alexandre Astier il a mis toute sa famille dedans. C'est ça coûte moins cher et puis la famille, on sait qu'on peut toujours compter dessus. Et on a aussi de nouveaux acteurs qui vont rejoindre ce casting. On a Franck Dubosc, on a Virginie Ledoyen qui va reprendre le rôle d'Anna de Tintagel. On va avoir Redouane Boukeraba qui va revenir. Et par contre, il y a un inconnu, il y a un point d'intégration à ce casting qui a fait beaucoup parler aussi, je pense que c'est voulu, c'est Perceval qui est joué par Franck Pittiot, qui est présent depuis le début de la série et dans le film précédent et qui est annoncé absent pour les 2 prochains films. Ouais, et ça c'est vrai que c'est la grosse interrogation qu'il y a eu. La toile s'est enflammée là-dessus, en tout cas la toile française s'est enflammée sur ce pourquoi. En fait, on n'aura pas le personnage de Perceval. Alors, certains avaient parlé de brouille. Il y a eu plein de... Je pense que c'est forcément, tout le monde y va un peu de son commentaire. Je pense vraiment qu'on ne va pas le voir, en tout cas dans le premier volet, c'est sûr, mais que ça sert à l'intrigue. Je pense que Alexandre Astier, il est suffisamment intelligent. Il l'a prouvé plus d'une fois. Vraiment, je pense que ce personnage de Perceval, il est mis au frais pour mieux respawn au meilleur moment. Et c'est vraiment, tout est au service de l'intrigue. C'est vrai que c'était ce qu'avait dit Alexandre Astier. En tout cas, moi perso, j'ai du mal à croire qu'il peut y avoir eu une brouille entre les deux. Après, tout peut arriver, bien sûr, mais j'avoue que ça aurait été dommage de perdre le personnage de Perceval. Après, il faut savoir que, Sabrina, toi qui es historienne, tu vas pouvoir me confirmer, dans la légende arthurienne, c'est Perceval qui trouve le Graal. Ah, ça on verra peut-être que je vais pas le dire pour justement servir le film. Mais normalement c'est ça. Donc on peut comprendre que Perceval ne soit pas là sur ce deuxième numéro, mais qui reviendra sur la troisième, peut-être, on ne sait pas, avec le Graal, avec un peu de chance. Je suis pas sûre, je crois que sur le 3 il n'était pas annoncé non plus. Parce qu'on a le casting des 2 suivants. Ouais. Ah bon ? Et il est ni sur le 2 ni sur le 3. En fait, toute la partie qui vient d'être tournée là, il n'a pas été... Puisque c'est un film coupé en 2, il n'est sur aucun des 2 a priori. Okay. Il n'y a pas d'ellipse en fait, c'est un seul bloc en fait qui est coupé en 2. Donc il n'y a pas d'ellipse de saut dans le temps quand on va passer du volet 1 au volet 2.
Ah, ouais, du coup, c'est vrai que la question se pose. Moi, j'étais persuadé que c'était par rapport au Graal, etc. Mais là, Mais c'est possible que ce soit par rapport au Graal, mais du coup, ce sera dans le 4e opus. Qu'on le ah saura. oui, c'est vrai. C'est Pas vrai. avant. On continue toujours ces actus ciné avec notamment un film qui est sorti cet été. Je parle de Jurassic World. Le dernier opus de la franchise en date est sorti cet été dans vos salles obscures, plus précisément le 4 juillet. Votre fidèle servante est empressé d'aller le voir, évidemment, par un total concours de circonstances, en fait, parce que il n'y avait pas grand-chose à dire dessus, en fait. Comme prévu, le film prend place 9 ans après les événements qui ont mené à la destruction d'Isla Nublar, alors que les dinosaures disparaissent peu à peu de la surface de la Terre. Zora Bennett, qui est interprétée par Scarlett Johansson, et son équipe sont engagés pour récupérer l'ADN des 3 plus gros dinos du monde, bien évidemment, dans l'endroit le plus dangereux au monde, encore bien évidemment. De là, le film, c'est quasiment un copier-coller d'absolument tous les Jurassic Park. Ça court, ça tire, ça se fait bouffer par des dinos génétiquement modifiés, de plus en plus mal fait. Vous l'aurez compris, j'ai pas franchement été conquise par cet énième épisode de la saga. Mon petit cœur de fan étant toujours et pour toujours attaché au tout premier Jurassic Park, le seul qui vaille le coup selon moi. Alors, c'est vrai que ça, c'est une habitude qu'ils ont pris dans les Jurassic World. Alors, ils sont partis de l'idée, et ça je peux l'entendre, que dans Jurassic Park, on s'est planté, on pensait que les dinosaures étaient des lézards, alors que non, c'est des oiseaux. En vrai, la science, parce que c'est vrai, faut qu'on mette ça faut qu'on le dise aux auditeurs. Entre le premier Jurassic Park où on pensait, les 3 premiers Jurassic Park où on pensait que les dinosaures étaient des gros lézards, d'ailleurs dinosaures ça veut dire gros lézards en vrai, et les Jurassic World, entre-temps, la science a démontré que les descendants des dinosaures, c'est pas des lézards, c'est des oiseaux. Le Vélociraptor, c'est devenu un de poulet. J'aime bien le rappeler à chaque fois qu'on Ouais, parle mais de Jurassic J'aime Park bien rappeler et que World. Ils en ont pas fait des gros poulets pour autant. Hein. Non, mais du coup, en fait, comme tu disais, c'est que pour pouvoir justifier le fait que ça ressemblait à des lézards dans le premier, ils se sont dit, dans les Jurassic World, non, mais en fait, c'est pas des vrais dinosaures, on a fait de la manipulation génétique. Du coup, Ouais, mais ça, ils l'expliquent pas, ça, dans le film, tu vois. si. Pas dans celui-là, par exemple. Non, pas dans celui-là, mais dans le tout premier Jurassic World, ils le disent. Mais tu revois les anciens dinos, tu revois le T-Rex, tu revois tout ça, ils Oui. ont toujours la même tête. Hein. Mais Est-ce qu'ils ont des plumes? Non, Ah, c'est nul. mais oui. Ah, mais oui, ils avaient des plumes en fait. Et puis, C'est oui, ça qui est voilà, génial. Moi, normalement. j'ai vu des images de dinosaures avec des plumes. C'est vraiment stylé. C'était vachement plus joli. Le Vélociraptor, Ouais. était, Ils sont tout colorés. Bah ouais. le Vélociraptor était extrêmement coloré, c'était magnifique. Mais là, le dernier qu'ils ont fait, il est vraiment très très moche. Mais en même temps, regarde, toi qui à chaque fois t'en as parlé du premier Jurassic Park, pour dire après que les autres, c'est pas, ils sont pas top C'est top. pas ouf. Et tu vois, tu continues, t'as quand même été le voir celui-là. Oui, mais Et alors donc, vraiment, concours de circonstances, j'étais pas censée y aller. Oui, mais quand même, si tout le monde fait comme toi, ça nourrit la production en se disant il y a toujours quand même des peupleux ou des gens qui ont vu la porte et qui sont passés. Et donc, autant continuer à faire des films. Et donc, dans 20 ans, tu seras sans doute encore là pour parler du 36e opus de Il y Jurassic a World. moyen. Avec justement des pintades qui ont une tête de T-Rex, tu vois. Ouais. Bon, après, j'ai pas vu celui d'avant pour me dédouaner. Celui-là, vraiment, j'ai été forcée. Mais non, j'ai peur que ça finisse par s'essouffler au bout d'un moment parce que les scénarios deviennent de plus en plus banals. Vraiment, il n'y a plus aucune originalité là-dedans. Et puis, tu sens la fin dès le début. Comme par hasard, c'est les 3 plus gros dinos, les plus dangereux qu'ils doivent aller chercher dans l'endroit le plus dangereux. Avec un machin absolument dégueu qui ressemble à rien. Franchement, C'est allez, dangereux aussi, non? évidemment, mais allez taper Jurassic World Dinosaure, le dernier là sur Renaissance. dans les images, Renaissance. Vous allez voir un petit peu la tête du machin. C'est même pas un dinosaure. Autant l'Indominus Rex, ça ressemblait encore à un dino. Autant celui-là, Déjà un truc qui s'appelle Pas du Indominus Rex, Voilà, on a c'était compris le pas délire. Mais du coup, ça invite après Renaissance à un truc qui s'appelle Résurrection. il y a moyen. Et puis après, ça sera Rédemption. Mais en tout cas, la qualité ne sera a priori plus jamais là. Attends, j'essaie de chercher en même temps, je trouve pas la tête du truc. Bon, c'est pas grave. Il est, crois-moi sur parole, il est affreux ce machin. C'est pas grave. On va passer maintenant à un nouveau film qui est Silent Hill. Donc après le premier opus qui est sorti, on le rappelle, en 2006 par le réalisateur Christophe Gans, qui revient du coup pour un deuxième volet intitulé fort logiquement Retour à Silent Hill. Ils sont fatigués sur ce coup-là. Qui malheureusement n'a pas l'air beaucoup plus inspiré que son prédécesseur.
Bien que ce soit que mon avis personnel, parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans qui le considèrent comme un chef-d'œuvre, mais moi j'ai vu la chronique de Karim Debache et dans Crost, et du coup j'ai un avis bien tranché sur la question. C'est dans celui-là où il y a les aventures de la vraie Oui, vie véritable de Boromir. Exactement, c'est dans cet épisode-là. Donc ça m'a jamais donné vraiment envie d'aller plus avant dans ce film-là. Celui-ci est annoncé pour le 21 janvier 2026 et il s'inspirera donc de la trame narrative du jeu Silent Hill 2, qui est un jeu plébiscité par les joueurs, apparemment, ce qui en fait donc une entreprise assez casse-gueule. Là vient juste de sortir le premier teaser du film, qui clairement n'est pas là pour nous rassurer, parce que ce qu'on aime finalement dans Silent Hill, c'est cette ambiance lente et pesante dans le jeu, et a priori le film ne sera probablement pas à la hauteur des attentes des fans, puisque c'est absolument pas ce qu'on retrouve dans ce teaser, qui est au contraire très rythmé. Il y a énormément de créatures, toutes plus horribles les unes que les autres, ça bouge dans tous les sens, et on est loin de cette ambiance pesante, calfeutrée de Silent Hill. À voir donc si cette première impression se confirme, ou si le film nous réserve quand même quelques bonnes surprises. Ouais, j'y crois pas. Que ça va nous réserver des bonnes surprises? J'y crois pas. Entre-temps, j'en profite, j'ai été regarder là, le Distortus Rex. Ah, tu l'as trouvé? On dirait King Kong. Oui, ouais, mais sans poil. Il est moche. Hein. Ouais, il est moche. Voilà, il est vraiment horrible. On va passer maintenant au dernier film aussi qui a beaucoup fait parler de lui cet été. C'est notamment Superman. Alors, ce nouveau Superman, Sabrina, tu as été le voir? Ouais, j'en attendais pas grand-chose pour être honnête. Je pense que j'ai été traînée par quelqu'un ici présent que je nommerai pas. Damien. Voilà, c'est pas moi qui l'ai nommé. On a dit qu'on nommait pas. J'en attendais pas grand-chose. Je pensais juste commencer ma nuit sagement au cinéma, pour être très honnête. Et au final, j'ai été plutôt agréablement surprise par l'esthétisme déjà du film. C'est vrai qu'on a quelque chose de plus... Par rapport à l'univers d'ici au cinéma, on a quand même quelque chose de plus lumineux qu'habituellement. Oui, totalement. On a, je trouve, le scénario bien ficelé quand même, intéressant. Et je trouve le personnage qu'incarne Lex Luthor extrêmement bien et qui me rappelle, moi, la série Smallville. Enfin, je trouve que physiquement, il ressemble assez proche à ce Lex Luthor. Et du coup, cet antagonisme avec Superman est plutôt bien fait. Il m'a fait oublier, désolé, Laura Henry Cavill, qui campait quand même bien le rôle. Mais c'est vrai que Superman quand même tient bien le choc. C'est vrai que du coup, David Cohen Sweat, lui, est plutôt bon dans ce rôle-là, alors qu'en effet, j'étais comme toi. Pour moi, c'était Henry Cavill, il l'incarnait parfaitement. Ah non, mais attends, David Cohen Sweat, il est plutôt bon, et Henry Cavill, il est très très bon. Alors, en fait, mais dans c'est le pas rôle, le même. Du coup, c'est plus intéressant parce qu'avec Henry Cavill, bon, le gars est méga beau, et c'est un bloc de pierre. Et du coup, dans son jeu, il y a quelque chose de froid chez Superman. En fait, on casse le côté humain. Juste, il y a le côté avec Henry Cavill que super-héroïque pour moi. Et du coup, avec cet acteur qui reprend le rôle, on a le côté super-humain, mais avec super-héros, mais avec des failles, et finalement qui fait aussi un bon Clark Kent. En fait, pour donner un ordre d'idée, pour avoir un peu une comparaison, Henry Cavill faisait le Superman qu'on voyait dans le dessin animé Superman de notre enfance dans les années 90, alors que David Cohen Sweat, lui, il fait un Superman comme on peut voir dans les DC Animated Movies des années 2010-2020, avec un Superman beaucoup plus humain. Là où en fait Henry Cavill c'était, comme tu disais, le blog, c'était Superman, mais c'était le mec qui était sans faille, etc. Oh, quand même. Ouah, si, il y a quand même quelque chose de lisse et froid. Pas dans le jeu, mais dans le personnage, quelque chose d'inaccessible. Après, c'était le rôle qui voulait ça. Oui, c'est l'écriture. En fait, je pense que c'est l'écriture qu'il y avait chez DC qui cassait un peu les super-héros, qui les mettait pas à l'honneur. Et on avait quand même jusqu'à présent quand même des super-héros qui étaient assez froids et du coup pas accessibles. Et du coup, ça a donné pas envie. En fait, le spectateur ne rentrait pas dans le film. Et là, je trouve qu'on a des super-héros qui sont beaucoup plus accessibles dans l'écriture, dans la façon de les jouer, et du coup qui accrochent davantage le spectateur. Mais par contre, ça se voit que c'est du James Gunn. Clairement, là, la comédie, le côté comique est là. Moi, au départ, j'avais peur de ça. Finalement,
il est pas si dérangeant que ça, ce côté comique. Bon, il y a peut-être une blague ou deux où tu dis ouais, bon, ils auraient Moi, pu j'ai pas éviter. trouvé. J'ai trouvé que tout était bien dosé, qu'on était à l'opposé de Marvel, qui depuis quelques années, en fait, pour cacher et malgré ça, ça cache pas un scénario, un Bancal. bancal pourri, qui met des tonnes et des tonnes de tartes à la crème, et touche-moi, tire-moi le poil des aisselles, je vais rigoler. Là, on n'a pas. Ça te fait rire quand on tire le poil des Bah aisselles. non, justement. C'est peut-être que Marvel doit changer un peu ses blagues. Et là, par contre, ce que j'ai apprécié, et alors que pourtant ça me faisait peur quand j'ai vu la bande-annonce, c'est les héros qu'ils ont mis aux côtés de Superman. Donc on a Mister Terrific, qui est très très bon. Honnêtement, il le fait parfaitement. Il fait un très bon Mister Terrific. On a Hawk Girl, qui... finalement, Hawk Girl, c'est celle où je m'en souviens le moins. Je trouve qu'elle est un peu transparente, en fait. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Elle fait pas... Ouais, qu'elle soit là ou pas là, ça change rien. Là, je m'en rappelle parce que t'en parles. Ouais, mais... Et alors que j'avais totalement oublié, et je l'ai vu finalement il y a un mois. Par contre, la surprise vraiment, c'est Nathan Fillion en Green Lantern, qui joue le Guy Gardner, en fait, qui joue pas le Hal Jordan du premier Green Lantern, il joue le troisième, Guy Gardner, qui est en fait, pour la petite histoire, Guy Gardner, c'est un mec, un terrien qui picole, qui tabasse des gens, c'est le redneck par excellence, sauf que il est irlandais, mais c'est un bon gars. C'est le mec bourru mais bon gars, et là Nathan Fillion le fait très très bien, et je trouve que ça le sort en fait de ses rôles aussi qu'il pouvait avoir. Et Parce que... non, moi je trouve que... et alors il est très bien pour ce film, il campe très bien le personnage, mais du coup pour lui, son jeu d'acteur, à Nathan Fillion, en fait il est toujours cantonné au même type de personnage. Le gars qui arrive, qui est un peu potache, tu vois, alors qui le fait côté... rigoler, Le côté mais potache, qui fait quand même ok. avancer l'histoire. Le côté potache, ok, là je suis d'accord. Je pense à The Rookie, qui est la série dans laquelle c'est une star. Mais par rapport à il est beaucoup plus sérieux dans The Rookie que dans beaucoup d'autres rôles. On est entièrement d'accord. Mais dans The Rookie, par exemple, oui, il a ce côté gaffeur, ce côté potache, etc. Mais il n'a pas ce côté un peu brut de décoffrage qu'il a dans Superman, dans le rôle de Guy Gardner. Ouais, mais c'est toujours le côté un peu gauche. Enfin, il incarne toujours... tu vois, il y a des acteurs, je trouve que de séries ou de film en film, incarnent toujours les mêmes caractéristiques de perso. D'accord. Bon, voilà notre avis sur Superman. On le conseille quand même. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'était cette review de Superman. L'Entre du Geek sur Happiness. On est toujours ensemble dans l'Entre du Geek et on continue cette review de l'été 2025 avec notamment toujours les films. Et un film que, pareil, on a été voir. Et Sabrina, je sais que tu l'as apprécié celui-là. Alors, il s'agit évidemment des 4 Fantastiques. Et pour la même, c'est en fait ça va être la même chose que pour Superman. C'est-à-dire que c'est pas un film que je voulais voir. J'ai été traînée même par cette même personne dont je prononcerai pas le nom immédiatement, mais vous l'aurez reconnu. On va pas le dire. Je m'attendais à dormir et je me suis dit je vais l'accompagner. En contrepartie, il irait voir Dracula avec moi qu'on n'a pas vu finalement. Ah oui, c'est vrai. Oui, voilà. Bien eu sur ce coup-là. Donc du coup, je me suis fait mais j'ai quand même apprécié. Comme Superman, j'attendais pas grand-chose et du coup, j'ai pas passé un mauvais moment. J'ai plutôt bien aimé. Pourquoi ? Parce que l'esthétisme années 70 est plutôt bien réalisé. On est vraiment plongé dans cette décennie. En fait, les 4 Fantastiques, là, ils sont plongés dans un autre univers alternatif au nôtre, pour replacer le contexte. Et on va avoir la naissance d'un 5e 4 Fantastique, je sais pas comment le dire. On peut dire ça comme ça. Qui est convoité par le grand méchant qui va venir s'en prendre à la Terre alternative. Alors en effet, donc ce nouveau fantastique du nom de Franklin Richards est très très connu dans le monde des comics de chez Marvel. C'est notamment, on peut dire, le personnage le plus puissant de l'univers Marvel, qui a des pouvoirs très très... En fait, ils sont un peu changeants en fonction en fonction des versions. Mais pour être honnête, Franklin Richards, pour vous donner un ordre d'idée, c'est l'un des Kang
dans l'univers Marvel. Donc Kang pour ceux... Non, Laura me regarde avec des Si, yeux. c'est un méchant, on est d'accord. C'est ça, c'est un méchant. Kang, en C'est fait... Kang le conquérant. Exactement, c'est un mec qui parcourt le multivers pour conquérir le multivers, et l'une de ses versions, c'est notamment Franklin Richards. Mais en même temps, dans le film, le méchant veut justement l'enfant parce que c'est celui qui pourra le remplacer, le Kang, dans Galactus. Galactus, parce que Galactus, c'est une créature qui avale les univers les uns après les autres, qui grandit, qui trouve sa force dans ça, et du coup, l'enfant en question, c'est son successeur pour lui. C'est ça, Galactus, c'est ce qu'on appelle un céleste, qu'on a pu voir notamment dans... comment s'appelait ce film là, pas ouf, Les Éternels. Ah, les Éternels, oui. Ouais, voilà. Galactus, c'est un des célestes en fait, et comme tu disais, son but à lui, c'est juste de bouffer des planètes parce qu'il a toujours faim. Voilà. Et il est accompagné notamment du... Tu l'as vu ce film? Mais oui, non, mais attends. Du surfeur d'argent. C'est pas la surfeuse? Alors, c'est la surfeuse dans le ici, film. c'est en effet sa surfeuse. Alors ça a fait... C'est pour ça, j'attendais un monsieur et je me suis dit, mais j'ai vu une nana. Non, c'est ça. Alors ça a fait beaucoup polémique à l'époque parce qu'en effet, le surfeur d'argent, c'est le surfeur d'argent, c'est pas la surfeuse d'argent. Ici, ils ont pris une version alternative d'un comics. Bon, pourquoi pas. Bon, à la rigueur. Mais moi, bon, ça choque pas, ça plus choque que ça. pas et ça dessert pas le scénario. Par contre, moi, ce qui me choque beaucoup plus, c'est notamment les personnages. Je pense à un certain Torche Humaine, Johnny Storm, qui moi m'a totalement choqué, puisque ce Johnny Storm ici, on va être très honnête, ne ressemble pas à Johnny Storm. Non? C'est grave. C'est-à-dire C'est qu'en fait, Johnny Storm, c'est la tête brûlée. C'est le mec qui balance des Pour vannes. la Torche Humaine, c'est pas mal. Non, mais justement, c'est le mec qui balance des vannes, c'est le mec qui veut juste se la péter, qui drague tout ce qui bouge et tout. Là, on a un Johnny Storm qui est lisse. Il est pas lisse. Alors là, je trouve que t'es dur et on en avait parlé à ce moment-là. Oui, c'est pas le bout en train de service dans le film, je te l'accorde. Après, oui, c'est quand même celui qui est un peu à part des trois autres. C'est celui qui fait les bourdes, c'est celui qui n'en fait qu'à sa tête aussi, tu vois, qui fait les choses dans... Tu vois, ils ont gardé un peu l'ADN du personnage. Alors, ils n'ont pas gardé un côté outrancier qu'on peut avoir habituellement, mais ils l'ont quand même gardé, je trouve. C'est peut-être pas plus mal, parce que quand tu vois Chris Evans dans le premier, c'était quand même blague potache. Et, mais c'est ça, Johnny c'était Storm. humour pipi-caca, quoi. Ouais, mais c'est la Torche Humaine, c'est mais ça. Tu vois, on parlait tout à l'heure de l'humour tarte à la crème de chez Marvel. Et je trouve que là, dans ce film, Marvel, ils ont calmé vachement le jeu pour faire... mais non, je trouve pas que ce soit trop. Je trouve que pour le coup, c'était bien. Tu vois, là où d'ici, ils avaient besoin un peu de ce côté frais et lumineux, ils l'ont amené. Et Marvel avait besoin d'un peu lever le pied sur le côté un peu potache. Ils l'ont fait. Ce qui fait qu'on a une histoire au service du scénario. Et c'est pas plus mal. Hein. Bon, et on va aussi attaquer un autre sujet sur lequel je sais que vous n'allez pas être d'accord avec moi, Pedro Pascal. Pour moi, Pedro Pascal n'a rien à faire dans Red Richards. Pedro Pascal a tout à faire partout. Non, Pedro Pascal. Alors déjà, on le voit un peu trop en ce moment. Mais tu m'étonnes. mais pour moi, il ne fait pas un bon Red Richards. Mais qu'est-ce que t'attends d'un Red Richards? John Krasinski. Oui, mais voilà. Oui, en mais- fait, c'est pour ça, c'est parce que t'en démords pas. Pour moi, j'en démarre pas. Mais non, là, ici, on a un Red Richards qui... déjà, moi, un Red Richards à la moustache, j'y crois pas, clairement, déjà de base. Red Richards, c'est le... T'as un problème avec les hommes moustachus? Non, c'est pas ça. C'est que c'est le... Red Richards, faut imaginer que c'est le geek, le nerd absolu qui est totalement déconnecté de la réalité, toujours propre sur lui, toujours à quatre épingles, etc. Parce que pour lui, tout doit être carré, mathématique, on est à la limite de l'autisme, en fait. Et là, je trouve que Pedro Pascal l'incarne mal. Il incarne Moi, je un pense qu'on a scientifique juste- qui s'y connaît. Non, mais il a qui- le côté... Alors, Il a pas le côté côté- cartésien. il est le côté où, justement, et c'est ce que sa compagne lui reproche dans le film, il est enfermé dans sa compréhension du monde, dans son observation scientifique, et ça le coupe des autres. Donc ce côté un peu autiste, j'aime pas en plus là, c'est à propos, c'est hors de propos, mais il a ce côté où il est enfermé dans sa réflexion scientifique, il ne pense qu'à ça parce qu'il analyse tout, et du coup ça le coupe émotionnellement de ce qui l'entoure, à faire des décisions justement trop cartésiennes et voire déshumanisées. Ouais. Et du coup, ça Je sais pas. respecte le personnage. Je pense qu'on a une overdose de Pedro Pascal, c'est tout. Alors moi, oui, clairement, il y a une overdose de Pedro Pascal, et pour moi, on devrait laisser la place à d'autres, on devrait laisser la place à John Krasinski. Mais voilà, après, je trouve que malheureusement, le Red Richards, là, c'est pas le Red Richards qu'on a dans les comics. C'est pas le... Est-ce qu'il faut juger de la qualité d'une œuvre à l'aune de sa fidélité au matériel d'origine? Quand tu es censé faire une adaptation, oui.
Pas forcément. Mais ils en ont déjà fait en plus des adaptations, c'est pas la première, tu peux tout transformer, tu peux prendre un matériel de base, le tordre dans tous les sens, si tu fais un truc bien, c'est un truc bien. Ouais. Et puis t'es censé être dans un univers alternatif là. Et ouais. Qui dit que t'es obligé de garder exactement les caractères des personnages de base du coup? Parce que dans tous les univers alternatifs du comics, Reed Richards est toujours pareil. Mais même quand il devient méchant, quand il devient, je sais plus comment il s'appelle, mais quand il devient un méchant dans l'univers Ultimate, il garde ce côté-là hyper sérieux. En fait, c'est toi qui devrais faire Reed Richards. Il a le côté sérieux, il a ce côté, en fait, ça a été respecté, le côté sérieux, le côté où ma pensée cartésienne me coupe de mes émotions et de mon lien avec l'humanité, il a ça en fait, c'est respecté. Alors c'est pas outrancier, on n'en fait pas des caisses, et c'est peut-être ce qui était reproché aux autres 4 Fantastiques d'en faire des caisses, et c'est pour ça que les autres n'ont pas fonctionné, et que celui-là a été un peu plus une réussite que les précédents. Là par contre, une actrice qui elle m'a totalement convaincu, c'est Vanessa Kirby. Dans le rôle de Susan Storm, je trouve qu'elle le fait très très bien. Là où on avait Jessica Alba à l'époque des premiers 4 Fantastiques, là Vanessa Kirby la joue parfaitement. On n'a pas cette hyper-sexualisation qu'on avait eue malheureusement avec Jessica Alba, contre son gré bien évidemment. Là, Vanessa Kirby joue une Susan Storm qui est sobre, qui est inquiète, qui a ce rôle-là. Là, clairement, je retrouve la femme invisible. Donc, moi, je trouve que les 4 sont bien écrits en fait. Je trouve que la chose, oui, on ne le voit pas. Ben Grimm, on le voit pratiquement pas, il est presque transparent. Mais t'as eu du mal avec la blague de la barbe alors qu'elle était très drôle. Non, la barbe, oui, je suis désolé, depuis quand On en a parlé avec plein d'autres personnes, t'es le seul qui a vu le film et qui a pas apprécié, alors que je trouve que c'était le trait d'humour qu'il fallait. Tu vois, bon, à la rigueur. Tu craches sur le fait qu'il n'y a pas d'humour dans le film et tout, et quand il y a un truc d'humour qui est bien fait, oh non, c'est trop. À la rigueur, ça, je peux l'entendre. Mais bon, après, ce qui va être intéressant, c'est la suite, parce que ici, les 4 Fantastiques, du coup, s'inscrivent totalement maintenant dans le MCU. La scène post-générique, qu'on ne racontera pas, amène encore plus là-dessus. Il y avait aussi la scène post-générique des Thunderbolts qui a amené là-dessus. Donc, qui est une super scène post-générique. Qui est une super scène post-générique. Que tout le monde a vu. Que j'ai vu, si je l'ai vu celle-là. On ne racontera pas que je me suis endormi tellement j'étais fatigué devant. Mais c'est pas moi qui l'ai raconté. Voilà. Mais toujours est-il que pour le coup, ça amène une nouvelle vision à l'univers Marvel, au MCU, où clairement là le multivers est vraiment lancé, mais de toute façon il était déjà lancé avec Doctor Strange et même avec et puis on renouvelle avec 2 films, Thunderbolt et puis les 4 Fantastiques, beaucoup plus sérieux. Oui, là oui. Là, c'est là où on a, comme tu disais tout à l'heure avec Superman, on a la dichotomie qui se fait entre Marvel qui était très lumineux, qui devient un peu plus sombre, et là, DC qui était très sombre et qui devient un peu plus lumineux. Et s'il nous entend, gardez cet équilibre. Voilà. On passe maintenant à la partie série, et notamment une série, Sabrina, que je sais que tu as adorée, que tu as vue notamment cet après-midi. Est-ce que tu reconnais cette musique ? Bah oui, c'est dans Mercredi, non ? Exactement, Mercredi saison 2 qui a débuté début des vacances et qui s'est fini aujourd'hui. Qui a débuté début août, et oui, et du coup la deuxième partie de la saison, les 4 derniers épisodes de cette saison, étaient diffusés aujourd'hui. Donc j'ai fini le travail, je suis arrivée chez moi à 13h, le temps de déjeuner, j'ai enchaîné les 4 épisodes pour pouvoir vous en parler ce soir. Alors du coup, t'en as pensé quoi ? C'est du Tim Burton, donc ça reste toujours très très bien, c'est toujours très bien écrit. Le personnage de Mercredi est toujours extrêmement bien. Tout le casting a été reconduit, sauf Xavier, qui était un peu le love interest, ce personnage qu'on a envoyé dans un autre centre parce que l'acteur avait fait des choses pas très bien, donc on pouvait pas le garder décemment au casting. Ah ouais, je savais pas ça. Non, disons qu'il a profité de sa jeunesse et de sa notoriété pour profiter un peu trop de la situation. Ouais. On n'en parlera pas plus, c'est pas intéressant. Du coup, elle revient pour une deuxième année à Nevermore. Elle revient après un été où elle a crapahuté à la recherche de délinquants, de criminels, et du coup elle développe un super pouvoir de voyance qu'elle a utiliser pendant son été. Du coup elle en pleure des larmes noires, des larmes de sang, et ce pouvoir est mis à mal. Notamment, cette deuxième saison, elle met aussi des rapports dysfonctionnels entre mère et enfant.
à plusieurs égards. Jenna Ortega avec sa mère, mais aussi la mère de Mercredi avec sa propre mère. Et puis on a le Hyde aussi qui va aussi avoir des problèmes qui va un peu renouer avec des membres de sa famille. On n'en dira pas plus. Et tout ça, on voit un peu plus dans cette saison 2, que ce soit la première partie, encore plus la saison 2 qui met à l'honneur toute la famille Addams. Oui, parce que Pugsley, là, maintenant, est vraiment là. C'est un vrai personnage qui a même ses propres pouvoirs, je crois. Qui a ses propres pouvoirs, qui va contribuer à l'intrigue en réveillant un zombie, qui va être super important pour l'avancée de cette saison 2. Ah bon ? Et encore plus... Alors, je vais être honnête, j'ai vu que le début. Moi, je croyais que c'était juste un running gag, c'est tout. C'est pas un running gag, ça va être un personnage très important et qui va être, et vous allez le voir, très lié à la chose. D'accord. Bon, là, j'ai déjà une idée de ce que ça va être, mais on va pas en dire plus pour spoiler. Donc voilà, et puis pour ceux qui verront la deuxième partie de la saison 2, clairement la fin invite évidemment à une saison 3 à venir. Donc du coup, d'après toi, c'est à regarder, c'est dans la continuité de la saison 1. C'est dans la continuité, ça reste très bien écrit, l'univers est très cohérent, c'est du bon Tim Burton, je recommande, de plus soi. D'accord. T'as une dernière info, je crois, tout ce qui est série, avec une série qui a très peu fait parler d'elle, alors que pourtant elle est pas mal. Et ben en plus, elle est super pertinente à l'heure de l'IA. C'est Upload que j'avais découvert un peu par hasard sur Amazon Prime, qui était sorti en 2020 et qui a diffusé sa dernière saison qui comptait 4 épisodes le 25 août. Alors pour info, c'est un génie de l'informatique, un Nathan qui meurt dans un accident de voiture. Une voiture qui, donc on est dans un monde où les technologies sont particulièrement avancées, une voiture qui se commande toute seule, qui te conduit sans chauffeur, sans que tu aies besoin de la conduire, voilà. Et en fait, on le voit mourir et il se réveille. Donc on a l'impression qu'il est encore vivant. Et en fait, non, c'est qu'il y a un monde après la mort où en fait, finalement, ta conscience est téléchargée dans un monde alternatif, dans numérique. un monde virtuel où on a au service des IA qui sont humanisés. Et puis on a une entreprise qui s'appelle Horizon qui envoie en fait, qui gère ces alter-ego qui sont envoyés dans ce monde virtuel, et on a une équipe qui rend en communication pour répondre aux besoins de ces VIP dont la conscience a été téléchargée pour qu'elles gardent un lien avec leurs proches. Et on découvre en fait très rapidement que ce Nathan, il n'est pas mort par accident, qu'il est mort parce qu'il y a tout un conflit d'intérêts avec justement cette entreprise Horizon et le développement de nouvelles technologies. Et donc, à travers ce monde virtuel, il y a un lien tout continuel avec le monde des vivants. Et pourquoi ce Nathan est mort, quelle technologie il a mis au point. Et donc, il y a quelque chose qui rappelle un peu Black Mirror, qui est extrêmement bien fait et qui est intéressant. Et donc, ils ont un peu clôturé cette série avec cette 4e saison qui est sortie le 25 août. Mais là, comparé à Black Mirror, ici, on a une série qui est beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus... Il y a de la comédie ici. Oui, il y a de la comédie, parce que c'est assez drôle, ce Nathan qui, finalement, a une conscience, se demande pourquoi il est là, et puis il y a toutes ces interactions, les bugs, etc. Donc, il y a des choses... Là, on est dans quelque chose qui est plutôt qui peut avoir des aspects de comédie par moment. Donc du coup, une série que tu recommandes ? Oui, je recommande. Donc, si vous savez pas quoi regarder, vous pouvez passer un petit moment à regarder Upload. Surtout que là, les 4 saisons et du coup la série en entière. Elle est en complet sur Amazon Prime. Voilà, et sur Amazon Prime. Merci Sabrina. L'Entre du Geek sur Happiness. On est toujours ensemble dans l'Entre du Geek et il est temps maintenant de passer à la partie jeux de société de l'émission. La ludochronique. Et on va commencer cette ludochronique avec notamment les nouveautés du Spiel, à savoir le Spiel des Jahres, le plus gros salon du monde, j'ai envie de dire. Oui, alors attention à ne pas confondre Spiel des Jahres et Essen Spiel. T'as le Essen Spiel, c'est le salon, et le Spiel des Jahres, c'est le prix. Ouais, c'est lié. C'est comme le Fige et l'As d'Or. Oui, c'est lié. Oui, certes, mais quand même, ne nous trompons pas. Donc oui, c'est la grosse news jeu de société de l'été, parce qu'on a eu la révélation donc, des lauréats du fameux Spiel des Jahres, qui est donc le prix le plus prestigieux du monde ludique. Pour rappel, donc, il existe 3 catégories de prix. Il y a le jeu de l'année, le Kinderspiel ensuite, qui récompense tous les jeux pour enfants, et enfin le Kennerspiel, qu'on affectionne tout particulièrement ici à l'Entre du Geek, puisqu'il s'adresse à un public plus initié. Donc en général, c'est des plus gros jeux qu'on aime bien.
Du genre Terraforming Mars, tout ça, quoi. Par exemple. Alors, dans la catégorie Enfin, c'est un jeu allemand qui a gagné. Top die Torte. Le nom est génial. Top die Torte. Voilà, Ouais. qu'on pourrait traduire par Garni le gâteau. Ah, j'étais parti sur les tortues, moi, je sais pas pourquoi. Rien à voir. Et allemand LV2. J'ai fait Torte, allemand, c'est gâteau. Ah, Jawohl, Fräulein. Voilà, donc c'est lui qui l'emporte. Après, dans la catégorie jeu de l'année, donc qui correspond à l'As d'or à Cannes, le principal, le grand gagnant, c'est Bomb Buster, qui avait pas mal fait parler de lui. C'est un jeu de Hisashi Hayashi, un jeu coopératif dans lequel on incarne une équipe de démineurs face à plusieurs missions qu'il faudra réussir si on veut désamorcer la bombe. J'ai l'impression qu'on en entend parler depuis des mois de ce jeu. J'ai toujours pas testé, mais j'en fais déjà une overdose tellement on en entend parler. En fait, il avait été mis à l'honneur l'année dernière, au mois d'octobre, au Spiel des Seines. C'est Il ça. n'avait pas été primé. Et par contre, il a été récompensé au Dice Tower. Et c'est quoi ça? Le Dice Tower, C'est un c'est autre Baptiste prix. qui nous en avait parlé. C'est une autre. Dice Tower, c'est un site internet à la base, mais qui décerne des prix aussi. D'accord. Et que Baptiste avait mis en avant Ouais. parce que c'est vraiment indé, quoi. C'est vraiment Ouais, indépendant. c'est il y a pas les de- joueurs qui mettent à l'avant les jeux plus que les professionnels. Ok. En vrai, des catégories, des compétitions, des prix, t'en as plein, en fait, dans le monde du geek. T'en as une multitude. Multitude, sauf qu'on entend parler souvent que d'eux, le Spiel et l'As d'or. D'accord. Et enfin, dernière catégorie, donc le Kennerspiel, c'est Endeavor Eau Profonde qui le gagne. Endeavor Eau Profonde, c'est un standalone du très bon Endeavor. Donc un standalone, c'est un jeu qui est dans le même univers mais qui peut se jouer seul, contrairement aux extensions qui elles ont besoin du jeu de base. Et donc cette nouvelle version, elle explore les fonds marins tout en renouvelant les mécaniques de son prédécesseur et en y ajoutant des mécaniques coop et solo, ce qui lui permet de plaire au plus grand nombre. D'accord. Donc voilà les trois jeux qui ont été récompensés cette année. Comme d'habitude, il y a débat, il y a polémique, il y a plein de choses. À savoir que le Spiel ne récompense de toute façon et ne nomme de toute façon que des jeux qui sont traduits en allemand. Ah ouais? Voilà, donc si les jeux de société n'ont pas de traduction allemande, ils ne sont de toute façon pas nominés au Spiel. D'accord, donc il n'y a pas de jeu avec Hitler et des nazis. Donc. À mon avis, S'ils ont une Secret traduction, Hitler, ils il n'est pas peuvent. passé, tu vois. Secret Hitler, il n'est pas passé. Voilà. Ok. Donc souvent on s'interroge de la sélection. On se dit qu'on a vu passer des très bons jeux qui sont pas dedans et c'est toujours étonnant. Mais en fait, il faut penser aussi à ça. Au fait Après, que je peux c'est souvent comprendre. les jeux allemands qui gagnent. C'est peut-être aussi une volonté, et ça, je peux l'entendre de la part des organisateurs, de pousser en fait les éditeurs à faire une traduction allemande. Ouais, mais c'est un moyen comme une autre, parce que et c'est un prix qui se veut international, donc c'est. ouais, mais justement, le Spiel des Jahres, c'est tellement reconnu dans le monde, ludique que se dire on peut mettre la pression sur les éditeurs s'ils veulent le Spiel, qui est quand même quelque chose de Moi, je trouve quand ça un même. peu dégueulasse. Ouais. Reconnaissance internationale, est-ce que tu peux bien te permettre de ne pas mettre les jeux qui ne sont Dans pas ces traduits en cas-là, allemand ils peuvent faire un quatrième prix. Oui, tu as une visibilité mondiale, tu peux pas jouer ton régionalisme et tes. Ouais, mais l'idée, c'est aussi, et ça je peux l'entendre, de combattre un peu cette omniprésence et omnipotence de l'anglais. Pourquoi pas? C'est la langue internationale, l'anglais. Tu peux pas enlever ça, quoi. Je sais pas. Non, mais s'ils veulent, tu vois, ils peuvent faire un quatrième prix qui récompense les jeux de langue allemande. Et dans ces cas-là, oui, ça ouvre la compétition à tous les autres jeux. Il faudrait qu'ils fassent un prix des jolis jeux. Parce Mais que, ouais, parce au qu'ils sont Spiel, pas- les Allemands. Ouais, Il mais y en a, ils sont pas fun. Ah non, les Allemands, ils sont pas hyper doués en termes de. C'est pas leur non, mais délire. je suis d'accord, mais à ce compte-là, si on part sur le jeu le plus joli, je pense à un jeu qu'on a testé il y a quelques années, à savoir Peter Pan, qui était joli, mais qui était nul. On n'a Ouais, jamais c'était autant. pas- c'était pas dingue. Enfin, Est-ce que honnêtement, c'était allemand? non. Non, c'était pas Mais allemand. il y a des jeux où il y a des vrais illustrateurs, des vrais créateurs et qui font un boulot dingue. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir un prix de design ou de création. C'est Après, ce qui arrive aussi, c'est que du coup, on a souvent des jeux nominés et même qui gagnent, dont on n'a pas du tout entendu parler. Comme par exemple, il y a 2 ans, c'était Dorf Romantique qui avait gagné. Et avant qu'il gagne le Spiel, franchement, il était passé Ouais, mais est-ce qu'il méritait? au-dessous des radars. J'y ai pas joué à Dorf Romantique. C'est bien. Moi, j'ai fini la campagne. On a pris. C'est très agréable. C'est zen, quoi. Mais c'est pas palpitant. Est-ce que ça vaut le Spiel, quoi, c'est ça? Je sais pas. Après, si on part. Qu'est-ce qui manquait là au Spiel, à ton avis? Comme gros manquait jeu Ouais. De cette année, faudrait que je revoie un petit peu ce qui est tombé cette année. Mais alors là, d'un coup, j'ai l'esprit vide. Je sais pas quel gros jeu est sorti cette année. Le Clank Catacombe, par exemple. Il était pas.
Non, il n'y était pas. Ah oui. Alors qu'il est génial. Ah oui. C'est ce que je me disais, le Clan Catacombe, il est sorti cette année. Lui, il est passé direct dans le top 100 de Board Game Geek. Et pourtant, on en parle J'ai sur les radars. vu des choses sur la notation de Board Game Geek qui va pas du tout apparemment en fait. Maintenant ils font du review bombing comme sur Metacritic et en fait les notes ne veulent plus rien dire. Ah, c'est dommage. Ah ouais. Bon, après, ils ont leur classement qui reste normalement. Mais on en parle souvent, mais dans les prix initiés, experts en tout cas, dans le prix expert, il y a il y a de moins en moins de jeux qui peuvent être classifiés experts aussi. C'est un peu le problème malheureusement, je trouve en effet de ces classements et de ces récompenses. Moi je pense notamment à quoi c'était Odin qui avait gagné c'est l'As d'or l'année dernière et franchement je trouvais qu'il méritait pas. Ah non, il est pas dingue du tout. Il méritait absolument pas. Donc voilà, c'était cette review du Spiel. L'entre du geek sur Happiness. On est toujours ensemble dans l'entre du geek et on continue cette review notamment du monde ludique avec une annonce qui me fait grandement plaisir, Sabrina. Toss a coin to your Witcher, O Valley of Plains. Alors vous avez reconnu le générique de la série The Witcher. Je suis pas là pour vous parler de la série, je suis là pour vous parler du jeu Unmatch. Vous savez qu'ils mettent en avant pas mal de personnages. On a Shakespeare, Robin des Bois, Bigfoot, Houdini, le génie, Golden Bat dont j'avais parlé, Tesla. Et là, c'est les personnages de la série et de l'univers, des livres, qui vont être mis à l'honneur dans 2 extensions qui sortent ce vendredi. Donc une extension d'argent et d'acier et la chute des royaumes. On retrouvera Gérald de Rive, Ciri, Yennefer, Philippe, Eredin, qu'on va retrouver, qu'on va pouvoir faire combattre entre eux ou avec d'autres personnages. On peut avoir une rencontre de Gérald contre Shakespeare, par exemple. C'est assez marrant parce que tu dis Yennefer, mais par contre tu dis Gérald et pas Gerald. Ouais, parce que j'aime bien Gérald. C'est mon côté picard. Merci. Laura, tu vas également nous parler d'un nouveau jeu que je ne connais absolument pas, qui s'appelle Brass Pittsburgh. Alors, si tu connais pas, tu parles connais même pas pas Brass. Brass. Ouais, c'est ça. On va tous être choqués. Si, Tu connais si, je pas connais Brass. Plutôt le crawl, lui. Ok, Oui, bah- alors Wow. attends, désolé, je suis pas... Voilà. Je m'y attendais pas. Donc, si vous aimez les jeux de société, contrairement à Damien, vous avez peut-être déjà probablement entendu parler de Brass, qui est un excellent jeu de gestion qui a été créé par Martin Wallace, qui prend place pendant la révolution industrielle au Royaume-Uni et qui vous permet de développer vos usines en exploitant des mines de charbon, en construisant des fabriques de coton, des ports pour exporter vos marchandises, etc. Après Brass Lancashire en 2017, puis Brass Birmingham, Lancashire c'est 2007, Birmingham 2017, qui sont à ce jour toujours dans le top 100 de BGG, dont on parlait tout à l'heure, respectivement à la 20e et à la première place, quand même, c'est pas rien. Martin Wallace revient donc avec un nouvel opus intitulé Brass Pittsburgh. Le jeu sera donc a priori bien plus axé pipelines et aciérie, à voir si les mécaniques restent les mêmes ou si quelques nouveautés seront à l'ordre du jour. Et si le jeu vous intéresse, ou bien même que vous sautillez d'excitation sur votre chaise, comme notre chroniqueur bien-aimé Baptiste, sachez qu'une campagne de financement du jeu sera lancée sur GameFound dès le 3 février prochain. Donc à suivre sur GameFound, c'est ça ? GameFound. Voilà, on verra bien ce que ça donnera. Un nouveau jeu également, Laura, dont tu vas nous parler ? Oh, tu me casses tout le suspense. Ah oui, alors, du côté des autres jeux à venir, un jeu qui a particulièrement bouleversé la ludosphère cet été. Il s'agit de la sortie prochaine du nouveau Codenames, que vous connaissez peut-être également, Codenames. Oui, celui-là, je connais. Bien Damien. Je connais. Qui s'appelle donc Back to Hogwarts et qui, comme vous l'aurez compris, a pour thème l'univers d'un certain jeune sorcier à lunettes. Ce qui s'annonce au départ comme un projet plutôt alléchant pour les fans va très vite susciter un torrent de réactions négatives sur les réseaux, à tel point que CGE, l'éditeur de Codenames, va mettre en sourdine certains des commentaires. Mais quelle est la raison d'un tel tollé, me demanderez-vous ? Personne me demande. Bah si, quelle est la raison d'un tel tollé, Laura ? Merci. Eh bien, il s'agit des récentes prises de position de J.K. Rowling, qui, malgré ses talents d'autrice incontestables, bien entendu, n'est pas la personne la plus open-minded du monde, on va dire ça comme ça. En cause ses idées transphobes, qu'elle partage au plus grand nombre. Et donc, pour éviter le naufrage, CGE a trouvé une parade et annoncé dans un long message d'excuses que la totalité des bénéfices de ce nouveau Codenames serait même reversée à des associations luttant contre la transphobie. Ouais, mais alors, du coup,
Mais elle touche quand même, tu vois, de C'est l'argent vrai, sur c'est ça, en fait. C'est ça qui. C'est ce qui fait agace. qu'il y a grosse Bah, tu polémique, vois. puisque de toute façon, elle va forcément gagner ses De toute royalties. façon, elle dessus. gagnera à vie énormément d'argent. Elle pourra bien dire toutes les horreurs du monde sur le sujet d'Harry Potter, ça ne changera pas grand-chose à ce qu'elle gagnera, c'est sûr. Donc cette polémique fait rejaillir d'ailleurs tout un tas de questionnements et celui de la place d'un univers adoré par des millions de fans à travers le monde face aux idées pour le moins toxiques de sa créatrice. Ça, c'est un débat malheureusement qu'on connaît et qui est aussi vieux que le monde. Une nouvelle news également au sujet de Micro Macro, Laura. Oui, celui-là tu le connais ? Oui, je le connais. J'y ai Bien. jamais joué, mais je connais. Bien. Alors, si vous êtes comme moi accro aux jeux d'enquête, vous connaissez peut-être le jeu Micro Macro, qui est une sorte de Où est Charlie narrative version polar, qui a fait un véritable carton à sa sortie et qui connaît déjà pas moins de 6 versions et extensions à ce jour, ce qui est pas mal pour un seul et même jeu. Eh bien, le jeu revient sur le devant de la scène ludique, cette fois-ci sous forme numérique, puisqu'une toute nouvelle version du jeu intitulée Micro Macro Downton Detective sera bientôt disponible sur téléphone mobile cette fois et proposera pas moins de 25 nouvelles affaires à résoudre contre 16 pour les versions classiques. Il s'agit donc bien d'un tout nouveau jeu et non d'un simple portage d'une version déjà existante. Le jeu est d'ores et déjà disponible sur les plateformes mobiles de téléchargement au prix de 5,99€ avec 3 premières enquêtes gratuites. Donc de quoi prolonger un peu l'expérience de Micro Macro. À présent, une news que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis ce jingle, mais j'avais envie de le remettre. Un petit coup de gueule, voilà, il nous reste quelques minutes avant 20h, donc j'avais envie de pousser mon petit coup de gueule notamment face aux spéculateurs de jeux de cartes Pokémon, car si vous avez suivi un peu l'actualité ludique au mois d'août, en fait, au Japon, McDo avait lancé, comme ils font régulièrement en fait dans d'autres pays, des cartes Pokémon, notamment des cartes exclusives. Et ça a un peu tourné au fiasco, ça a été n'importe quoi. Il y a eu beaucoup de scalpers, à savoir des revendeurs qui sont pointés chez McDo pour acheter les Happy Meal des enfants, récupérer les cartes et notamment espérer tomber sur le Pikachu devant un burger, qui était une carte très très rare et inédite. Alors autant vous dire qu'il y a eu des files d'attente interminables, des altercations, des bagarres, il y a même eu la police qui est venue à certains endroits et ça pose problème notamment pour certaines choses. Déjà la spéculation bien évidemment, puisque les cartes, rappelons-le, qui étaient vendues dans un Happy Meal, donc un Happy Meal c'est environ 4€, là les cartes sont revendues 50€. Il y a des clients qui ont acheté des menus sans les manger, donc en fait ils ont balancé les burgers, les frites, etc. Donc c'est un gâchis de nourriture total. Ça c'était le pire je crois, voir dans les photos dans les rues de tout ce qui avait été jeté quoi. C'était n'importe quoi, donc du coup McDo Japon a dû interrompre la campagne en seulement un jour au lieu de 3. Donc c'est annulation directe, du coup ils étaient même censés lancer aussi une campagne similaire avec One Piece qui a tout simplement été annulée. Voilà, donc ça a été un peu une horreur. Et moi, ce qui me fait peur, c'est que le 13 et 14 septembre prochain à Paris, en fait, on va avoir au centre commercial Westfield du Forum des Halles, une Pokémon qui sera là, notamment pour mettre en avant le nouveau jeu Legend Pokémon ZA qui va apparaître et remettre au goût du jour les méga évolutions. Et pour ça, ils vont notamment donner des cartes à jouer. Et moi j'ai un peu peur en fait qu'on va se retrouver avec la même chose, donc à savoir des cohus, des gens qui se battent et autres, puisque normalement il y aura des goodies avec des casquettes, des boosters de 3 cartes, des cartes postales, bref ça risque d'être un peu le bordel. Et moi j'ai vraiment peur de ça et je trouve ça dommage, car rappelons-le que Pokémon reste un jeu à la base pour les enfants, même si, on va être honnête, moi qui ai 35 ans maintenant, je suis encore un gros fan de Pokémon Legends. Et un enfant. Et un enfant aussi, mais Pokémon Legends ZA je vais l'acheter, etc. J'aime collectionner les cartes. Mais cette mode des scalpers, des revendeurs qui achètent des cartes juste pour les acheter alors qu'en fait ils en ont aucune utilité, ils ne voient même pas l'intérêt de la carte derrière, je trouve ça déplorable, lamentable. Et en arriver à un tel gâchis de nourriture, je trouve ça mais vraiment ignoble. Bah oui, mais si derrière ça se revendait pas à des prix pas possibles, ils le feraient pas. Il est là le problème, c'est que ça se revend et c'est qu'il y a des gens qui sont prêts à l'acheter. Mais ça, malheureusement, c'est le monde du TCG. Et Dieu sait que parfois le monde de la compétition, surtout dans le TCG, c'est un peu n'importe quoi. Voilà, on a fait cette review du monde ludique pour cet été 2025. Alors je vous rassure, l'émission continue, on reste ensemble jusqu'à 21h et on continuera notamment avec toute la partie jeux vidéo. Et je sais Corta, toi, t'en as des choses à dire, n'est-ce pas ? Oui, carrément.
Alors on se retrouve tout de suite dans quelques secondes puisqu'il est 19h59 et 58 secondes. C'est l'entre du geek. Happiness Radio, toujours au plus proche de vous. Vous êtes toujours sur Happiness dans l'entre du geek, il est 20h. Happiness Radio, votre radio locale. La review vidéoludique. On passe maintenant à la review vidéoludique et notamment à Horta. Horta, t'es pas content de ce nouveau jingle, c'est ça ? Si, c'est très bien. Je changerai le petit bip bip bip. Faudrait que je le change, mais oui, c'est vrai. Tu m'avais dit de le faire, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais Horta, du coup, tu voulais revenir sur notamment le bilan de l'été d'un point de vue vidéoludique. Oui, mais déjà sur mon été, j'ai pas beaucoup joué aux jeux vidéo, mais j'ai repris Civilization 7. Ça y est, il est vraiment bien. il est vraiment cool là. C'est le Civilization 7 qu'on voulait. Enfin, c'est pas encore parfait, mais au niveau de l'interface, sa simplification des infos, tout ça, les possibilités de personnalisation, etc. C'est top, il est vraiment bien. Je vous avais parlé avant l'été de certains jeux qui ont, bon, d'abord les petites déceptions. Hein, j'ai pas joué, mais c'est la presse hein, qui dit que bon, finalement, ce Shadow Labyrinth dont je vous avais parlé, qui était un espèce de Pac-Man qui se transformait en Metroidvania, ça s'annonçait bien. En fait, c'est pas si bien maîtrisé que ça, mais c'est formule Metroidvania, et bon, c'est pas si top. Killing Floor 3 qui est un bon FPS bien bourrin et tout ça, bah là il y a des petits problèmes de perf et des problèmes de contenu, ça manque un peu de contenu. Et puis Tales of the Shire, l'Animal Crossing dans la comté de Tolkien, bah c'est pareil, on aurait bien voulu que ce soit bien, bah en fait c'est pas si extraordinaire, et des mécaniques de gameplay qui sont pas super intéressante, c'est assez joli, mais c'est pas bon. Voilà, ça n'a pas l'air folichon. Désolé, oublions-les pour l'instant. À moins, enfin, après, un jeu vidéo peut toujours se rattraper, hein, contrairement à un film. On a eu donc Gears of War Reloaded, qui a écopé d'un 79 sur Metacritic. C'est quand même le premier Gears of War sur PlayStation. Donc il est sorti sur PS5. Ça marque le coup. Après, c'est un remaster d'un remaster, puisqu'il y avait déjà eu une réédition. Donc, c'est un jeu qui a 30 ans, hein, Gears of War le premier, qui a eu droit à une réédition 20 ans plus tard. Et donc là, c'est une réédition de cette réédition. Le gameplay n'a pas beaucoup bougé, ça commence à être un peu daté. Il n'y a pas eu de travail sur l'IA, sur l'équilibrage. C'est un petit peu cassé. Mais bon, voilà, ça fait plaisir. C'est beau avec des textures HD et tout ça. On a eu aussi un roguelike, The Rogue Prince of Persia, de Evil Empire, qui est donc le studio, enfin l'éditeur de Dead Cells, un des grands pontes du roguelike, qui a donc bossé avec Ubisoft, avec l'IP Prince of Persia d'Ubisoft, et qui a sorti un assez bon roguelike, qui a eu un 81 sur Metacritic. Vous pouvez jouer sur le Game Pass, j'ai trouvé assez chouette, notamment au niveau des mouvements. Il y a on enchaîne les mouvements, la plateforme, les combats de manière très très fluide. D'autant qu'il y a une petite partie parcours qui est intéressante, puisque vous pouvez marcher sur les murs. Ça, c'est du scrolling 2D, hein, mais vous pouvez quand même marcher sur les murs, et du coup, vous pouvez traverser les environnements à vitesse grand V, et ça a la patate. Après, ça a l'air un petit peu répétitif, peut-être. Il n'y a pas beaucoup d'évolution. Voilà. Mais ça a l'air bien, c'est sur le Game Pass. On a eu également droit à Metal Gear Solid Delta Snake Eater. Le remake du 3e épisode de Metal Gear, qui a eu un 85 sur Metacritic. Le 3e épisode, c'est un chef-d'œuvre, c'est considéré par beaucoup comme un des meilleurs, si ce n'est le meilleur Metal Gear. Il a été donc refait au niveau graphisme et tout ça, HD, tout ce que tu veux, 4K. Il y a eu des améliorations au niveau qualité de vie qui sont intéressantes. Bon, par contre, c'est toujours un peu les contrôles sont toujours un petit peu c'est pas très fluide. Moi personnellement, j'y rejouerai pas parce que ça m'avait déjà un peu saoulé quand j'ai attaqué le 3 il y a quelques années. Pour moi, c'était trop daté au niveau du gameplay, mais bon, bah voilà, l'histoire est super. Au niveau cinématographique, c'est très très bien. Un des jeux les mieux accueillis de cet été, c'était Donkey Kong Bonanza sur la Switch 2 qu'on attendait de pied ferme. Et Damien, tu l'as. Oui, il y a des très bonnes personnes qui te l'ont offert, Damien. Oui, des gens très sympas. Exactement, voilà. qui sont autour de cette table. Précise-le quand même, s'il te plaît.
Mais c'est vrai que Donkey Kong Bonanza, au final, est très très sympa. Alors, ça va pas être le jeu sur lequel on va forcément passer 50 000 heures dessus, on va être très clair. Mais le côté destruction de décor est très très bien fait. J'ai juste un peu l'impression que, en fait, on va partir avec la facilité à chaque fois de détruire le décor pour esquiver le piège au lieu de tout simplement trouver une solution pour le débloquer. C'est un peu le souci. Après, pour le moment, j'y ai joué à peu près une vingtaine d'heures, même pas. Je m'en suis pas trop lassé. C'est plutôt sympa. C'est un jeu qui est plutôt à destination des enfants. On va être très clair. Clairement, un enfant ne peut pas. Sabrina, ça te fait rire qu'on offre un jeu pour carrément toi le public du coup. Voilà, je veux dire, t'es le cœur de cible. Mais c'est un très bon jeu, vraiment. Donc je remercie Laura et Baptiste de me l'avoir offert pour mon anniversaire. Mais voilà, Donkey Kong Bonanza, clairement, ça va plaire aux nostalgiques, ça va plaire aux gens qui, comme moi, ont apprécié les Donkey Kong, ont apprécié Donkey Kong Country, etc. Alors on n'est pas dans le platformer pur et dur, là vraiment le côté destruction est très intéressant. Il y a même un petit côté un peu RPG où on va level up certaines compétences lorsqu'on va choper des bananes. Voilà, vraiment tester, c'est plutôt sympa. Et moi, du coup, j'ai pu y jouer un petit peu sur ta Switch 2. Ouais. Techniquement, c'est clair que ça envoie un peu plus la Switch 2 quand même. Toute cette destruction, toutes ces particules qui volent dans tous les sens, en tout le temps, à longueur de temps, Là, je suis d'accord. D'ailleurs, techniquement, c'est quand même pas mal. D'ailleurs, il y a même beaucoup de joueurs qui disent que, avec Donkey Kong Bonanza, on a déjà atteint les limites de la Switch 2. Ah. Parce c'est un maître étalon, quoi. C'est le top parce que certains, alors peut-être dans certaines conditions, j'en sais rien, mais ils disent que la Switch commence déjà à ralentir, à avoir un peu de mal sur certaines zones. Ah zut. Donc c'est un peu problématique. Après, on revient sur le problème de la Switch 2 qui, pour moi, n'est en fait pas une Switch 2. La Switch 2, c'est juste une Switch plus, c'est tout. Ah bon ? Il y a eu la Switch 1 qu'on avait, la Switch OLED qui était la version pro, on va dire, de la Switch. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est pro parce qu'il n'y a pas vraiment de gros changements. Il n'y a pas une claque graphique énorme. Après, c'est pas ce qu'on demande dans la Switch. Clairement, la Switch, c'est une console qu'on va juste trimballer, qu'on va jouer entre amis. Moi, j'y ai joué cet été. J'ai eu la chance de pouvoir mettre ça sur un vidéoprojecteur, de jouer à Mario Kart comme ça au coin du feu. Je peux vous dire que c'était juste génial. Mais on n'en demande pas plus à la Switch. Donc, clairement, est-ce que ça valait le coup de sortir une Switch 2 ? Je pense que c'était plus du marketing qu'autre chose, en fait. Mais ça t'a pas empêché d'avoir la Switch 2. Ouais, après, moi, sur la Switch 1, tous les portages de jeux, Play, Xbox, etc., qui tournent au ralenti avec des temps de chargement de 2 minutes, etc., mais ça, je suis d'accord. C'est insupportable. Maintenant, peut-être que ces portages-là vont pouvoir tenir la route sur la 2. Ces portages vont tenir la route, mais je suis désolé, moi, je suis un joueur qui a la chance, entre guillemets, d'avoir également une PS5. Donc, si je veux jouer à un gros jeu comme ça, je vais jouer sur PS5. Je ne vais pas jouer sur Switch. Oui, mais tout le monde n'est pas ta chance. J'ai budget. J'ai des parents très aimants. J'y peux rien. Et une femme aussi qui m'offre beaucoup de consoles. Merci, ma chérie. Mais voilà. Ok, en parlant de matos, moi j'aurais bien voulu jouer à l'Early Access de Grounded 2. C'était un peu moi le jeu que j'attendais cet été. J'y ai joué, mais en fait j'ai pas le PC pour le faire tourner. En fait, le jeu, contrairement au premier que j'avais adoré, qui tournait sur Unreal 4, là on est sur Unreal 5. En fait, je m'aperçois que je ne peux pas jouer à des jeux sur Unreal 5. J'en suis très très peiné, mais clairement ça veut dire que le jeu a pris un gros boost graphique. Et donc le peu que j'y ai joué, ça a l'air très très bien. Et voilà, faut que je me rachète un PC parce que il faut que j'y joue à ce jeu. C'est vrai que les grille-pains, c'est bien pour faire griller le pain, mais pour jouer dessus, c'est compliqué. Ouais, donc Grounded 2 a l'air très très bien. C'est encore l'Early Access et il n'y a qu'une zone, il me semble. Enfin, peut-être qu'ils ont ouvert une deuxième zone, mais pour l'instant, il n'y a qu'une zone dans laquelle on peut jouer. Il est sur le Game Pass. Et puis l'autre événement, donc il y avait Donkey Kong Bonanza, l'autre événement de l'été, c'était le grand duel des ninjas. À ma gauche, Ryu Hayabusa, héros de la série Ninja Gaiden, qui existe depuis les temps de l'arcade, qui existait d'abord en arcade, ensuite qui était sur Xbox aussi, qui était sur Nintendo NES. Ah oui, déjà. Oui. Il y a Ninja Gaiden, très très vieille licence. Oui. Donc avec un ninja qui se bat contre des démons, c'est toujours très très speed, très très nerveux. Et puis effectivement le reboot sur Xbox de Ninja Gaiden. On s'en souvient aussi parce que dans Soul Calibur 2, dans la version Xbox, c'était... il y avait Hayabusa, il est aussi dans les Dead or Alive. Il est un peu partout, le Ryu.
Et donc il y a eu la série, on attend le 4 d'ailleurs, le 4 a été annoncé à la Gamescom, mais là c'est du rétro, donc c'est Ninja Gaiden Ragebound. Et à ma droite, l'autre ninja très très connu du jeu vidéo, c'est Joe Musashi de la licence Shinobi. Ah ça oui. Alors là, ça fait longtemps qu'on n'avait pas entendu parler, mais pareil en arcade, enfin moi j'ai découvert les jeux vidéo avec Shinobi, Shinobi, c'était génial pour moi. C'était très très nerveux surtout. Moi je me rappelle sur Mega Drive. Moins que Ninja Gaiden, mais c'était beau, c'était beaucoup plus beau. Il y avait des gros sprites et tout. C'était. C'est vrai que les sorts qu'ils pouvaient balancer, enfin les ninjutsu qu'ils pouvaient balancer, ça envoyait du lourd. Ça, quand on était gamin, oui. c'était pas mal. Mais par contre, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Il y a eu plusieurs Shinobi donc en arcade. Il y en a eu aussi sur Mega Drive et sur la Genesis accessoirement. Et puis on n'avait plus de nouvelles de. Enfin, il y avait comment. Enfin, il y avait un épisode sur Mega Drive, moi, qui m'a marqué à vie, où il était en blanc, en tenue blanche. Oui, totalement. Il reprend sa tenue blanche dans Shinobi Art of Vengeance. Le Ninja Gaiden a été fait par The Game Kitchen, qui est derrière Blasphemous, donc c'est pas rien, un roguelike qui pas un roguelike, un soul-like 2D qui a envoyé du lourd, assez gore. Et le Shinobi a été fait par Lizard Cube, qui est derrière le remake de Wonder Boy Dragon's Trap et Streets of Rage 4, qui était vachement bien. Il était génial. Et il était super bien. Donc c'est deux studios à l'œuvre qui ont les épaules pour reprendre ces licences. Des éditeurs aussi, puisque Ninja Gaiden c'est Dotemu, les Français qui est spécialisé dans le rétro gaming, et Shinobi c'est tout simplement Sega que j'adore. Voilà, en fait ce Shinobi là, en fait ça fait partie de plusieurs remakes, plusieurs reprises de classiques de Sega qui veulent remettre au goût du jour. Là c'est une vraie réussite. Les deux ont plus de 80% sur Metacritic. Ninja Gaiden est à 84, Shinobi qui vient de sortir est à 87. Alors comment faire votre choix? J'ai joué aux deux. Le Ninja Gaiden c'est du pixel art. Il est plus adapté aux joueurs qui aiment bien le speedrun, qui aiment bien les trucs un peu speed, l'alternance plateforme, combat. Enfin, ça va très très vite. Il n'y a pas beaucoup de mouvements, mais c'est très nerveux. Et en plus la musique va vachement bien. Elle est très 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 nerveuse aussi. Et elle est vraiment excellente. Le Shinobi de son côté, c'est les dessins de Lizard Cube, ils dessinent super bien. C'est pas du pixel art, c'est de la HD, mais c'est vraiment très très bien dessiné. Les paysages sont très 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 jolis. Le focus se fait plus sur le combat que sur la plateforme. Il y a beaucoup plus de mouvements possibles. On acquiert de nouveaux mouvements au fur et à mesure, donc on peut étoffer son arsenal et varier un peu les plaisirs pour tuer les ennemis. Il y a même une petite partie Metroidvania qui pourra intéresser certains. Franchement, les deux ont l'air très très bons. Ça fait plaisir de revoir ces deux licences, qui m'ont marqué quand j'étais gamin. Si vous n'arrivez pas à choisir, sachez que vous pouvez prendre les deux avec le bundle Steam La Voix du Ninja, qui offre qui vous propose les deux jeux à moins 10%. Moi je trouve ça très, très marrant de la part de Steam. Oui, que Dotemu et Sega aient fait ce petit bundle, je trouve ça très sympa. C'est deux jeux c'est deux vraies réussites. Les deux réussites indé de l'été, quoi. Je regarde en même temps sur Steam, c'est vrai que on a Ninja Gaiden qui a 25 €. L'autre à 20 balles. Hein. Non, 30 balles. Shinobi qui a 30 balles. Et c'est vrai que le bundle est à 50. Voilà. Donc du coup, on peut gagner 5 €. Voilà. Voilà. Mais du coup, d'ailleurs, j'avais une question. Est-ce que toi, tu as une préférence comme entre les deux? Parce que je vois qu'il y a un magnifique t-shirt Shinobi Art of Vengeance. Oui, j'ai un copain qui me l'a offert, très sympa. Il est cool ce pote. Il est vraiment très très cool ce pote. Mais moi, c'est Shinobi, je suis un Sega Boy. Là, on est d'accord. J'ai eu la Genesis, j'ai eu la Dreamcast, j'ai eu jusqu'à la Dreamcast, j'ai eu toutes les consoles Sega. Là, on se retrouve. Là, je suis d'accord. Enfin, on est d'accord. Ninja Gaiden, c'est pour les PC Engine. c'est de la Nintendo, c'est tout ça. Donc, c'était le bilan de cet été. On continue toujours la chronique vidéoludique juste après ça. Alors, non, Sabrina, je te vois venir. C'est la première fois de la 3e saison de l'Entre du Geek. Ce sera sûrement pas la dernière. On continue toujours cette review vidéoludique avec notamment un message d'une auditrice de Alma, qui me propose de reprendre ma Switch 2 si jamais je n'en veux pas. Non, Alma, je vais la garder. Désolé. Horta, du coup, tu vas nous parler des prochaines sorties.
qui ont été annoncés. Est-ce que tu voulais pas non, que je pardon. te parle d'abord de l'événement de l'été Oui, vas-y. qui était la Gamescom, qui Exactement. avait vas-y. lieu du 20 au 24 août. Vas-y. Donc le grand salon un autre grand salon du jeu vidéo où on a vu encore une fois plein de trailers. L'industrie du jeu vidéo se porte bien en termes de sorties. Je ne sais pas pour le reste, mais en tout cas, voilà, il y a plein de sorties. On a vu des nouvelles images de Call of Duty Black Ops 7. Donc j'en avais déjà parlé. C'est de la SF. C'est un monde de SF avec grosse distorsion. On va y avoir donc on voit dans la vidéo qu'il y a des scènes à Los Angeles, à Kinshasa, au Nicaragua, Tokyo. Ça a l'air beau, ça a l'air chouette, avec des villes un peu tordues par des effets de je sais pas quoi. Enfin, c'est de la grosse SF, ça a l'air pas mal en fait. Voilà. Va y avoir une petite participation, un petit crossover de Monster Hunter Wilds avec FF14. Bon voilà, on peut chevaucher des chocobos pour aller buter des monstres, c'est cool. On a vu de nouvelles images de Ninja Gaiden 4 et aussi de The Outer Worlds 2. Un RPG d'Obsidian, je vous en avais déjà parlé, j'aime beaucoup Obsidian, mais là, les images que j'ai vues, les animations faciales, là, pour un RPG, aujourd'hui en 2025, moi je trouve que ça va pas. Donc je suis inquiet. On a vu aussi un trailer de Ghost of Yotei, que Laurent C'est la attend suite de Ghost impatiemment. of Tsushima, ça. Tout à fait, c'est la suite de Ghost of Tsushima et ça a l'air très très beau. Alors je sais pas comment ça se tient par rapport au Assassin's Creed. Ils ont quand même du pain sur la planche, mais là ce qu'on a vu, c'est vrai que c'était vraiment très très beau. Ouais. En fait, je crois que ça va se décider sur la direction artistique parce que au niveau des détails, les deux ont l'air vraiment au top. On a aussi le retour des Survival Horror avec Silent Hill F. Dont on a vu des images, ça se passe au Japon, on joue donc ça se passe plus aux États-Unis, on va au Japon cette fois, on joue une lycéenne et ça a l'air de faire très très peur, ça a l'air très très angoissant, on se balade dans un village japonais abandonné, c'est assez flippant. Et Resident Evil Requiem, le 9e épisode, Qui lui revient aux États-Unis. qui lui revient aux États-Unis, aux origines à Raccoon City, et le trailer d'intro fait très peur aussi. Voilà, donc pour les fans d'horreur vont être ravis. On a eu un trailer de Lords of the Fallen 2 qui a l'air très très bien, beaucoup mieux que le premier. Onimusha aussi, la licence Onimusha de Capcom qui était en fait un espèce de la version samouraï médiéval et fantastique de Resident Evil, qui sort l'épisode Way of the Sword. On a vu un trailer de combat qui a l'air assez chouette, et avec des démons bien dégueux. Black Myth, deuxième épisode pour le studio chinois qui avait cartonné avec son premier Black Myth. Là, ce sera la suite Zhang Kui. On voit un tigre géant qui a vraiment de la gueule. Retour de la licence Warhammer Dawn of War, 4e épisode. Ça va être un succès, ça, pour les wargamers. Ah, il a l'air très très beau là, le 4e épisode. Genre, il y a quelques secondes, on voit du gameplay. Ça a l'air très 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 joli et très J'avoue chouette. qu'il me donne envie, perso. Europa Universalis pour les gros geeks, c'est Europa Universalis et en 2025 c'est toujours aussi moche, je trouve, sur le trailer. Après on joue pas à ce genre de jeu pour les graphismes, hein, voilà. Et puis il va y avoir des extensions qui a été annoncées. Kingdom Come Deliverance 2, il y aura son extension. Cult of the Lamb, le jeu indé où on joue le gourou de plein de moutons différents, aura un DLC. Inzoi aussi, le concurrent des Sims. Indiana Jones, un DLC. Et World of Warcraft. Extension Midnight. Mais ça, Voilà. World of Warcraft, Ce jeu ne veut pas crever, il est toujours là. c'est ça à quel âge ça a 25 ans Je sais pas, mais en tout cas, il sort un nouveau DLC, voilà. Midnight. Voilà pour les annonces. Et puis, pour de jeux vidéo, il y avait aussi plein de nouvelles IP. J'ai regardé un petit peu les trailers, il n'y a rien qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Je viens de regarder 2004 World of Warcraft. Ce jeu a 21 ans. Ouais. Il a 21 ans le 23 novembre. Bon, ils ont mais relooké c'est le moteur entre temps, enfin au fur et à mesure, Ouais, comme ils parce ont réussi que- à relooker un peu le moteur, mais c'est vrai que c'est. Ça reste moche, non? On est d'accord? Ouais, mais c'est. Mais ça- c'est dingue. Ouais, En ça fait, marche. c'est le MMORPG par excellence. Mhm. C'est le premier du genre. Enfin, non, c'est pas le premier du genre, je crois. Oh, il est dans les premiers. Non, c'est plus le plus joué. Hein. Depuis un moment. Non, mais le premier. Ah oui, non, c'est pas le premier. Non, c'est pas le premier, c'est c'est pas Ultima Age of Online. Ultima Online. Ouais, je pense à Age of Camelot. Ouais, dans ces eaux-là, ouais. Ouais. Mais voilà, c'est celui qui a fait connaître le MMORPG ou le Meporg, comme on disait à l'époque, Ouais. sur Antenne 2, enfin sur France 2. Eh bien, il est toujours là.
Oui, donc dans les nouvelles IP, je vous laisse regarder après sur internet, mais si, il y a le truc de Bloober Team là qui fait des survival horror qui a l'air assez sympa, un truc qui s'appelle Chronos. Qui a l'air assez de la SF où on joue dans un espèce de gros scaphandre et on se tape avec des monstres dégueux et ça avait l'air pas mal. Et sinon aussi on a eu des annonces, donc on va avoir bientôt la saison 2 de Fallout. La première saison était très très bien. J'avoue que j'avais pas eu le temps de la finir alors que pourtant elle a l'air géniale. Ouais, elle est vraiment chouette et donc on a une saison 2 qui arrive, on est content. Et puis un animé autour de Sekiro, Shadows Die Twice, le jeu le Souls-like de From Software, et le trailer, on a vu des dessins, les dessins sont chouettes, ça a de la personnalité, voilà, les dessins ont de la personnalité, ça peut être à suivre, ce sera sur Crunchyroll. Je crois que j'avais vu ça ressemble pas mal au style un peu à la, comment ça s'appelle, Samurai Jack. Ouais, un peu, ouais, oui. On est un peu dans le même Oui, genre. oui. Ça a l'air vraiment très très sympa. Sinon, il y a eu d'autres annonces cet été que dans la Gamescom. Tu veux dire les prochaines sorties ? Oui. Alors pour le mois de septembre, attendez-vous, déjà demain sur le Game Pass, sur la Switch, vous pourrez jouer à Hollow Knight Silksong. Ça y est, il est sorti, il sort donc demain. Demain, t'as plus de vie. C'est pas un jeu où on plonge comme civilisation, donc je pense que je conserverai ma vie sociale, d'autant que j'ai des trucs à faire ce week-end. Mais voilà, il sort demain, je vous ferai la chronique, mais il était très très attendu, il est resté très très silencieux, on l'a attendu trop longtemps, on est très content de pouvoir y jouer et j'espère qu'il sera au niveau de l'attente. D'ailleurs, on attend que tu nous fasses une review là-dessus prochainement. Je vous ferai une review, oui, promis. Le 12 septembre sortira Borderlands 4, j'ai pas eu trop d'autres news, mais j'ai joué entre-temps à Tina Wonderworld, je sais pas quoi, c'était qui était sorti après Borderlands 3 et je suis un peu fatigué, je trouve que la licence, j'espère qu'ils vont arriver à renouveler un peu la formule. C'est compliqué parce qu'en fait, ce qui fait le charme de la franchise Borderlands, c'est ce côté un peu irrévérencieux qu'ils avaient, le côté un peu cel shading qui était très sympa. Ouais. Et en fait, au bout d'un an, quand t'as fait le 1, t'as fait le 2, t'as fait le 3, c'est bon, on a compris, on peut peut-être passer à autre chose. Je sais pas, peut-être qu'ils vont Moi, j'ai un peu peur. Peut-être qu'ils vont avoir des surprises, on verra. Après, il y a bien des gens qui jouent encore à Call of Duty alors qu'ils en sortent 50 par an. Oui. Le 19 septembre sortira Dying Light The Beast, j'en avais déjà parlé. Le 22 septembre, Endless Legend 2, que j'essaierai sans aucun doute, parce que c'est un 4X qui est développé par Amplitude Studio, qui a sorti également Endless Space, Humankind. Donc c'est des Français qui gèrent très très bien les 4X, et le premier Endless Legend était très bien. D'ailleurs, il y a une démo sur Steam qu'il faut que je me lance. Vous pouvez l'essayer. J'avais dit que c'est un early access, mais en fait c'est juste une démo. Mais de toute façon, il sort bientôt. Et le 25 septembre, j'ai pensé à toi Damien, sortira Sonic Racing Cross Worlds. Avec il y a du Pac-Man dedans. Tu vois, pour ça te fait plaisir. Non, parce que pour moi, Sonic en voiture, c'est une hérésie. Sonic, pour moi, c'est à pied. Ça fait un petit moment qu'il fait de la bagnole. Ça fait un moment qu'il fait de la bagnole. Il a même fait du surf, magnétique, je sais pas trop comment on appelle ça, dans les Airjets, je crois que ça s'appelait. Mais après, un jeu de course Sonic, ça semble tout à fait logique. Le premier jeu de course Sonic, c'était Sonic Air sur Saturn, qui était une bouse infâme. Je l'ai à la maison, il se finit en une demi-heure, c'est n'importe quoi. Là, le principe, alors ça a du succès, clairement, les Sonic en voiture racing, je sais plus comment ça s'appelle, mais ça a du succès, ça a son public, mais moi je suis pas fan, parce que voir Sonic en voiture, en principe, il n'a pas besoin d'une voiture. En principe, il est même plus rapide qu'une voiture. Donc après, je peux comprendre, c'est le pendant de Mario Kart, mais en mode Sonic avec... avec Pac-Man. Pac-Man, voilà, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. C'est du cosmétique, mais je vois pas l'intérêt. Après, ça a son public, ça marche, la preuve, parce que ça a fait plusieurs opus qui sortent dans ce style-là. Pourquoi pas ? Je pense pas que ça révolutionnera le genre, clairement, mais ça aura son public, ça aura ses amateurs qui seront là. Allez, soyons dingues, on sait jamais. Bon, de toute façon, c'est pas la plus grosse attente. Non, la grosse attente, c'est demain, Hollow Knight. Si vous voulez jouer tout de suite, jouer au Ninja, vous pouvez prendre les Ninja, et si vous avez la Switch 2, vous avez Donkey Kong. Voilà. Ah bon ? Et si vous avez le Game Pass, vous pouvez jouer à Grounded 2. D'accord, voilà, on aura de quoi faire. Sabrina, à présent, tu vas nous parler d'une annonce qui a été faite à la FNAC, je crois.
Alors oui, alors pas dans toutes les Fnac, au Halles uniquement, et c'est une grande première, il y a jamais eu. Il y aura un espace qui est totalement dédié à l'univers Nintendo. Dans les halles, la Fnac des halles. Alors le but c'est de mettre en avant effectivement la franchise avec pas mal d'invités qui devront de temps en temps venir animer cet espace. Le but c'est de jouer, c'est de découvrir. Il y aura pas mal de goodies, etc. Donc c'est un nouvel espace qui est ouvert à voir ce que ça va donner sur le long terme. Bon, je pense. Alors j'espère qu'il n'y aura pas trop de cohue. Parce que ça, c'est toujours le truc qui me fait peur là-dedans, c'est les cohues. Mais bon, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Et puis, je sais pas, j'étais obligé d'en parler. Ça a été un peu pas mon running gag, mais ma running news tout au long de l'année 2025. Je parle bien sûr de... Eh oui, Clair Obscur. Alors jure, c'était ton running gag de la saison dernière, on a changé de saison. Ils étaient à la Gamescom, tu les as vus à la Gamescom? Il y a eu un concert à la Gamescom. Non, j'ai pas vu la Gamescom, malheureusement, j'ai pas eu le temps de la suivre. Je travaillais sur cette nouvelle saison de chez Happiness, et donc malheureusement, j'ai pas vu. Mais en attendant, il y a une info qui est passée, notamment de Guillaume Broche, qui a annoncé que Clair Obscur Expédition 33 est en fait un opus qui va se dérouler dans une franchise. Donc concrètement, il y aura une suite à Clair Obscur. Non, jure. L'IP la plus bancable du monde. Ah bah oui, moi je continue de dire qu'ils méritent le GOTY, le Game of the Year 2025. Ils ont intérêt de l'avoir parce que sinon je vais taper un scandale. On est d'accord. Voilà, donc ça va chaud, ça va barder. C'est ça. Donc voilà, c'était les annonces jeux vidéo. Je me devais au moins de parler de Clair Obscur. Et vous plaignez pas, j'ai pas parlé de Power Rangers. Tout ça pour une info que vraiment on s'y attendait pas du tout, quoi. Non, absolument pas. Voilà, donc c'était la review vidéoludique de cet été 2025. L'entre du geek sur Happiness. Ce n'est pas Laura et son nouveau pass Disney qui diront le contraire, mais nombreux sont les geeks fans des univers des dessins animés Disney et qui les font vivre au travers de nombreux formats. Et ce soir, dans l'Entre du Geek, nous recevons Nicolas, président de l'association Once Upon a Show, qui, depuis 2022, monte des spectacles en rapport avec Disney. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vous avait reçu la saison dernière pour nous parler notamment de votre show L'Histoire éternelle qui était basé sur l'univers de La Belle et la Bête. Mais aujourd'hui, vous venez nous présenter votre dernière création. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots ce nouveau spectacle ? Ouais, bah écoutez, c'est pas compliqué en fait. On est parti de La Belle et la Bête au départ. Maintenant, on est parti sur encore plus grand. On fait La Petite Sirène. Voilà. Alors, du coup, pourquoi avoir choisi La Petite Sirène ? Alors, La Petite Sirène, il y avait plusieurs raisons. C'était un univers qui plaisait énormément à pas mal de nos membres et notamment à la directrice artistique et au chorégraphe. Du coup, c'était aussi pour marquer le coup en termes de... On voulait vraiment step up en termes de qualité de ce qu'on proposait, etc. Sur l'Histoire éternelle, c'était déjà on avait déjà mis pas mal les moyens. Et là, sur La Petite Sirène, on voulait vraiment montrer qu'on était capable de faire les choses en grand. Et du coup, voilà, on s'est lancé dans ce challenge-là. Ouais, donc du coup, ça a pris combien de temps de la préparation de ce spectacle ? La Petite Sirène en soi, on a commencé à s'y mettre au début de l'année dernière en termes de réflexion et de conception. Et on est rentré un peu dans le vif du sujet juste après l'été 2024. Et là, depuis janvier, on est vraiment à fond dessus. Étant donné que l'an dernier, on terminait encore un peu l'Histoire éternelle pour la représentation qu'on a fait à Beauvais en fin d'année. Et là, maintenant, on est vraiment que sur La Petite Sirène depuis janvier. Et ça a été quoi les défis du coup ? Parce que j'imagine que comparé à l'Histoire éternelle, il y a eu d'autres choses, d'autres défis. Moi, j'imagine quand je pense Petite Sirène déjà, j'imagine eau, j'imagine océan. Ouais, exactement. Ça a dû être la difficulté, elle est sur plein de choses. Il y a les chorégraphies évidemment, pouvoir faire des poissons sous la mer sur scène, c'est pas évident. Donc il y a tout un défi déjà de chorégraphie et de costumes pour rendre bien. En fait, pour pas donner l'impression qu'on est des humains, mais pas non plus donner l'impression qu'on est immobile à cause d'une nageoire. Il y a aussi les décors, c'est super difficile de faire des transitions entre sous l'océan et sur Terre. Donc il y a un sacré défi là-dessus aussi pour faire des transitions un peu fluides, etc. Et puis voilà, c'est essentiellement ça les plus grosses difficultés.
Bah, j'imagine aussi que la transformation d'Ariel, la petite sirène, a dû être un moment particulier. Ça a dû vous demander une réflexion particulière de mise en scène. Alors, pour ça, on triche un peu. On fait un peu comme sur La Belle et la Bête. On a 2 Ariel qui se passent le rôle. En fait, il y en a une qui est sous la mer et une qui est sur Terre. Voilà. J'avoue, c'est une solution qui est pas mal. Tant qu'à faire. Hein. D'autant plus que, rappelons-le, vous êtes une association et que vous n'êtes pas professionnel du spectacle. Pas du tout. Ouais. Effectivement, on est totalement amateur et on est totalement bénévole. On fait aucun business sur notre sur notre spectacle, donc c'est totalement non lucratif et donc on fait avec les moyens du bord. Ouais. Et vos bénévoles, vos acteurs, parce qu'on peut dire que ce sont des acteurs, ils viennent, j'imagine, de plein d'endroits différents. Alors, on est essentiellement basé en région parisienne, mais on a effectivement quelques membres qui sont un peu plus loin de là. On avait un Bordelais qui maintenant est parti en Suisse. On avait une Strasbourgeoise. Et on a des Belges maintenant depuis juillet dernier. On a 2 Belges qui nous ont rejoints. Donc voilà, on a un peu ce petit mélange-là, mais on est essentiellement basé en région parisienne à la base. Et comment se passent les castings? J'imagine que n'importe qui, par exemple, qui a envie de se lancer vient, ou comment ça se passe? Ouais, en fait, en début de projet, donc là pour La Petite Sirène et pour La Belle et la Bête la dernière fois, on lance un appel. Donc ça dépend des rôles qui sont ouverts et ça dépend des disponibilités. Évidemment, les membres qui étaient déjà présents dans l'association qui veulent continuer dans le spectacle ont la possibilité de continuer. Et pour les nouveaux, eh bien ouais, on fait un appel, on dit venez à notre casting et tout le monde peut venir. Alors on nous envoie des dossiers, etc. Selon la taille de la salle et le nombre de gens qui se présentent, on n'essaye pas de faire le tri, mais globalement, il y a quand même, la dernière fois en juillet, ils étaient 40. Donc ça a été quand même une sacrée épreuve en une journée de trier 40 personnes pour choisir 4 rôles. Donc c'était c'était une sacrée journée. Mais oui, normalement, c'est ouvert à tout le monde et tous ceux qui ont la motivation. Du coup, pour bien comprendre le fonctionnement de l'association, votre but, c'est sur l'année de créer un spectacle. Il n'y a pas de cours de chant, de danse, de comédie. On vient et on s'investit dans un projet sur une année. Alors ça, pour nos 2 spectacles actuels, ça a été essentiellement ça. Ça a été effectivement de rejoindre l'association sur un projet et de s'investir à fond là-dedans en apprenant tout le spectacle. Maintenant, on a fait 2 énormes spectacles et l'année 2026, on va voir encore. On aimerait bien justement mettre des cours de chant, des cours de danse, vraiment améliorer la vie associative aussi au sein avec nos membres et profiter d'avoir 2 gros spectacles pour aussi continuer de s'améliorer entre nous aussi, de s'entraîner sur des sujets complètement différents du projet principal. Voilà, on aimerait bien développer aussi cette activité-là. Mais j'imagine que vous êtes quand même, vous devez avoir parfois quelques intervenants professionnels qui viennent vous aider, parce que quand on voit, je me rappelle encore l'histoire éternelle, le professionnalisme, parce que c'est clairement ça, le professionnalisme du spectacle. Ouais, la qualité du show. Hein. C'était impressionnant, donc j'imagine que vous devez avoir des intervenants. Alors merci, en réalité pas vraiment. En fait, on a des membres de notre association, comme à la base on est une association de cosplayers. Hein. On a des membres de notre association dont c'est un peu le métier de faire certaines choses. Donc on a par exemple des couturières professionnelles, dont c'est la formation, mais qui font même pas forcément ça dans la vie de tous les jours. On a des danseurs et des chanteurs dont c'est le métier, mais qu'ils le font un peu dans la vie de tous les jours. Mais c'est pas des intervenants au sens d'enseignants ou de professeurs ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste des passionnés et des bénévoles qui viennent intervenir sur le spectacle. Et du coup, pour une association telle que vous, est-ce que c'est facile de trouver des salles pour pouvoir un peu... J'imagine que vous êtes en concurrence face à des troupes professionnelles. Est-ce que c'est pas trop compliqué du coup? Alors, fort heureusement, on évolue dans le milieu associatif, donc on n'est pas vraiment en concurrence avec des professionnels. Par contre, il y a d'autres troupes un peu comme nous qui existent. Et notamment le milieu de la convention est un peu là-dessus. Alors, il n'est pas saturé du tout, mais disons que c'est très difficile parce que nous, on est une association alors, nos spectacles coûtent cher. Et donc, nécessairement, la concurrence n'est pas la même. Par contre, une chose qui s'ouvre un peu plus à nous aujourd'hui, c'est d'autres types d'événements, notamment des mairies et des CE d'entreprises qui peuvent nous proposer des salles de spectacle. Et pour le coup, là, c'est moins compliqué. Et du coup, pour un spectacle là, comme celui de la Petite Sirène, il y a combien de dates environ? Alors cette année, pour La Petite Sirène, on a alors 2... attendez, que je dise pas de bêtises. 2 dates sûres. Alors une date à Beauvais, donc le 7 novembre au soir. Et une autre date qui est plus privée, c'est une soirée CSE d'entreprise. En fait, on fait un arbre de Noël de CE. Donc malheureusement, celle-ci, elle est réservée.
Et donc ça, c'est juste pour la petite sirène. Et on a aussi une représentation de la Belle et la Bête dans un cadre un peu particulier, vu qu'on va dans un château pour un bal costumé. Voilà. Ah, sympa, ça doit être une expérience quand même très intéressante d'avoir un truc Ouais, comme ça. ça change totalement les conditions. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus immersif. Alors du coup, on oublie la notion de scène et enfin, la mise en scène n'est pas du tout la même. Et au lieu d'avoir vraiment 1 heure, 1 heure et demie de show, on étale le tout sur la soirée et on propose quelque chose de vraiment différent. Et justement, le spectacle Histoire éternelle, vous l'avez joué combien de fois ? Alors du coup, au total, on aura fait 2 grosses représentations sur scène et on aura une 3e représentation dans le château là. D'accord, ok. Bon, c'est quand même impressionnant quand même d'avoir cette expérience et encore une fois, ce professionnalisme. Hein. Ouais, c'est pas mal. Après, forcément, on aimerait toujours faire plus. Bien sûr, on aimerait bien pouvoir faire plus de représentations de nos spectacles, surtout quand on voit le temps et l'investissement qui a été mis dedans. On aimerait bien pouvoir en faire plus, mais bon, déjà, on est content de pouvoir le faire et puis on espère qu'en 2026, on aura des propositions pour pouvoir le refaire. Oui. Et d'ailleurs, une question par rapport à la suite des événements. Est-ce que vous avez déjà commencé à travailler sur le après Petite Sirène ou est-ce que vous vous concentrez uniquement sur la Petite Sirène et vous verrez après ? Alors là, vu la charge de travail que représente la Petite Sirène, on se concentre un peu dessus, mais nous, évidemment, dans le bureau de l'association, on a commencé un peu à y réfléchir. Enfin, il y a un après Petite Sirène qui va être en 2026 et puis le prochain show, on verra. Déjà, ça va être une question de... Bon, déjà, évidemment, il y a des questions d'organisation, de charge de travail. Je pense que les gens ont un peu besoin de souffler aussi. Oui. Mais il y a surtout des questions budgétaires, évidemment, parce que là, la Petite Sirène, mine de rien, ça aura été quelque chose de très cher. Et il faut qu'on soit capable de retomber sur nos pieds et de pouvoir enchaîner avec un spectacle tout de suite. Ça risque d'être pas évident. Et donc, il va falloir que les finances soient solides derrière aussi. Et justement, alors, vous n'êtes pas bien évidemment, on va pas rentrer dans le détail, mais c'est quoi à peu près le budget d'une association telle que Once Upon a Show pour apporter des spectacles de cette qualité ? Alors, le budget, il est détaillé, si vous voulez. Aujourd'hui, je vais en parler après, mais vous pouvez le trouver assez facilement. En gros, il faut se dire que la Petite Sirène, au total, depuis le début de la production jusqu'à aujourd'hui, ça aura coûté à peu près 15 000 €. Ah oui. Ce qui est massif. Et La pourtant, Belle vous et la n'êtes que des Bête. bénévoles, c'est ça qui est Et impressionnant. ouais, c'est ça, on n'est que des bénévoles, on n'a pas de salaire, on n'a rien. Donc, la Belle et la Bête, c'était autour des 8 ou 9 000, je dirais. Je me souviens plus bien, mais c'était dans ces eaux-là. Donc déjà, en termes de budget, on voit la différence entre la Belle et la Bête et la Petite Sirène. Du coup, ça invite davantage nos auditeurs à venir vous voir le 7 novembre, justement, qui ont vu La Belle et la Bête et qui peuvent comparer avec La Petite Sirène l'évolution. Ouais, c'est ça. Et c'est aussi ce qu'on espère un petit peu, que les gens ils aient cet effet waouh la différence entre les deux spectacles est incroyable et qu'on n'a pas chômé quoi, dans nos coins. Voilà. Et puis comme ça obligera le Retro Game à vous faire revenir pour une 3e édition. C'est ça, exactement. Donc on rappelle, le 7 novembre prochain à l'Hélice-Passe de Beauvais, le spectacle de Once Upon a Show qui a pour thème La Petite Sirène. D'ailleurs, est-ce qu'il a un titre particulier comme celui d'avant Alors on y avait réfléchi, mais on était à la base on avait appelé ça Partir là-bas, mais je crois qu'au final on a dit que La Petite Sirène c'était très bien. Et si jamais je peux parler vite fait par rapport à nos finances, évidemment c'est un peu compliqué, mais en ce moment on a un financement participatif qu'on a lancé la semaine dernière. Donc si jamais, n'hésitez pas à aller voir sur ulule.com/OUAS. Aujourd'hui c'est un peu notre lueur d'espoir pour continuer à faire nos spectacles, et ben en plus on s'y attendait pas du tout, mais en 3 jours on a déjà réussi à le terminer et tout le reste ça sera pour le futur. Voilà. Donc je crois qu'on peut avoir les informations sur vos réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc tout à fait. Sur Instagram, c'est was_cosplay. Voilà, vous pouvez nous retrouver là. On a tout, on partage tout, on est hyper actif. Voilà. Donc on rappelle, allez sur Ulule, Ulule OUAS, Once Upon non, oui c'est ça, Once Upon a Show. Ouais, c'est ça. Ouais. je suis pas si bon que ça en anglais finalement. Donc allez aider cette association qui le mérite, puisqu'elle propose un spectacle quand même énorme que vous allez pouvoir voir en direct de l'Hélice-Passe lors du Retro Game Festival le 7 novembre prochain à Beauvais. Merci en tout cas Nicolas d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu présent. Merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Sur Happiness. On est toujours ensemble dans l'Entre du Geek et on a d'ailleurs des petits messages de la part de certains de nos auditeurs qui nous remercient pour cette super émission de reprise.
Alors merci Skydream. J'essaie de reprendre le nom, je n'avais plus. Oui, c'est ça, c'est Skydream. Merci à toi. Merci de nous écouter. Donc vous pouvez toujours nous écouter en DAB+ sur Amiens et sur Beauvais depuis maintenant 2 jours, bientôt sur Compiègne et également via le site happinessradio.fr. Un super nouveau site. Un super nouveau site. On remercie notamment le pôle communication et Kevin qui nous a fait un site magnifique en compagnie d'Arnaud également. Je peux vous dire qu'ils ont bien galéré depuis janvier qu'ils sont dessus. Et grâce à ça, regarde, on a des messages de remerciement. C'est ça. Merci en tout cas, merci à vous auditeurs d'être présents. Et il est maintenant 20h passé de 51 minutes et il est temps de passer à la question déconnectée. Alors c'est dommage, j'avais prévu un jingle parfait et on ne l'a pas très très bien entendu. Je vais remettre ce jingle parce que je me suis un peu cassé la tête pour le faire cet été. C'est la question déconnectée. Voilà. Waouh, mais quel budget, quel beau travail de la communication qu'on n'a pas assez rappelé juste avant. Ça aurait été dommage de pas l'entendre celui-là. Ça aurait été dommage. Du coup, première question. Qui est Todd McFarlane ? C'est hyper connu, lui. Il est hyper connu. Il est hyper connu. C'est un dessinateur de BD, c'est un dessinateur de comics. Des 4 Fantastiques. Non, 4 Fantastiques, c'est Jack Kirby. De Superman. Non, c'est le crétin, là, le héros débile Deadpool. Non. C'est pas Deadpool. Alors, Green Lantern. C'est un super. Donc c'est un dessinateur de BD. De comics. De comics DC. Sin City, non. Marvel. Non. Indé. Forcément. Alors maintenant, oui, on peut dire indé. Oui, clairement oui. Les Tortues Ninja. Non. Power Rangers, je vais faire tout ce que t'aimes bien. Il est hyper connu, le gars. Il est hyper connu. Je peux vous dire que. Est-ce que tu as chez toi? Todd McFarlane. Non, j'en ai pas. Ah. Oh, wow. C'est une hérésie de ma part. D'ailleurs, je devrais avoir des BD de ce héros-là en particulier, et je n'en ai pas. Ah, c'est un héros. C'est un héros, oui. Une héroïne? Non, c'est un héros. Bon, en fait, non, il a bossé sur plein de choses. Il a bossé même chez Marvel, sur Spider-Man, etc. Mais il est notamment connu pour un personnage. Oui, je l'ai. Il y a eu 2 films. Nous avons une illumination par là-bas. Il a des cornes, il vit dans les enfers. Hellboy. Non, c'est pas Hellboy. C'est pas Hellboy. Il y a eu un film, mais Hitman. C'est pas Hellboy. non, c'est pas Hitman. C'est pas Hitman non plus. Pourquoi Hitman? Ça m'est bien l'esprit, C'est pas un super héros. J'ai envie de manger et j'ai faim. Alors, ce n'est pas non plus Atoman, qui est un super-héros marocain. Affreux. J'ai vu les Blade. extraits, c'est horrible. Non, pas Blade. Super-héros marocain dans lequel joue Samina Seri d'ailleurs. Et c'est un rappeur l'autre, je sais plus comment il C'est ça. s'appelle. C'est juste. Genre, C'est moche. Il a jamais été il est indépendant, il a jamais été avec d'autres super-héros Alors, connus. Connu, non. Mais Son héros connu, c'est pas un Marvel. C'est pas un Marvel. Ah non. C'est un super héros. C'est un super-héros, oui. Mais est-ce qu'il Il a des cornes? pouvoirs. Il a des super pouvoirs, il a pas de cornes. Mais il y a un rapport avec les enfers. C'est pour ça qu'au départ, quand tu m'as dit Hellboy, Horta, j'étais persuadé que tu étais sur la bonne piste. Hellman. Non. Il y a un L dedans. Non, il n'y a pas Man dedans non plus. Il y a un rapport avec les enfers. Lucifel. Non. Luciman. Si. Spawn. Spawn, exactement. C'est le créateur de Spawn qui est un super-héros. Soul Calibur qui m'est remonté. C'est exactement ça. Bah oui, d'ailleurs, je dis n'importe quoi. C'était Spawn, c'était dans Soul Calibur 3. Non, le 2. Le 2 Dans le 2 sur Dreamcast. Sur Dreamcast, c'est ça. Oui, parce que sur. Et c'était Link sur GameCube. Et c'était. Et Hashi sur Hashi sur PS2. Voilà, donc c'était Todd McFarlane qui est en effet très très connu depuis notamment sa création dans les années 90 du super-héros Spawn. À présent, qui est Go Nagai? Un japonais. Un japonais, en effet. Manga. Manga. Très très connu d'ailleurs, Go Nagai aussi. C'est très axé littérature ce J'ai soir. sorti des trucs très très My connus. Hero Academia. Non, pas My Hero Academia. Il n'y a pas de rapport avec Pokémon? Il n'y a pas de rapport avec Pokémon. Je peux vous dire d'ailleurs que Go Nagai est né le 6 septembre 1945. Ça nous aide. Soit combien de temps? Golden Bat. Non. Shonen? Pas Shonen? Shonen, si, Shonen. Très connu? Très très connu. Très connu. Qui a fait des extrêmement connu. films? One Piece. Non, pas film. Pas One Piece. Série? One Pas Direction. série. Alors, série animée, oui, mais non, pas One Direction. L'attaque des Titans. Je sais pas, Full Metal j'ai dit- Alchemist. Est-ce qu'il y a des dedans. gros mechas? Alors, vous parlez tous en même temps. Du coup, Sabrina, tu disais. Est-ce qu'il y a des gros mechas? Des gros mechas, non. Un gros mecha. Un gros mecha, oui. Robocop. Goldo. Goldorak, en effet, qui est c'est le oui. créateur tout simplement de, je sais plus comment c'est en anglais, c'est Gozier. Alors attendez, je retrouve. C'est ça, c'est littéralement Grandizer, c'est ça, Grandizer. Goldorak, le créateur de Goldorak, qui a été Go Nagai. Go Nagai qui a fait Goldorak. T'es sûr qu'il n'y a pas eu un film Non, d'animation? film d'animation peut-être, mais tu m'as dit film. C'est un film.
Oh, tout de suite. Alors, il y a eu aussi un jeu vidéo récemment. Non, oui, ouais. Voilà. Alors, t'as un avis un avis sur ce jeu vidéo Microdé a sorti un jeu Cobra. Ouais, qui était pas génial. Bah, c'est nul. Ah oui, bon, on l'a testé à la Paris Games Week l'année dernière. Ah oui. Oui, c'était une horreur. Oui, c'est vrai. J'ai eu du mal en fait à pas dire. Enfin non, j'ai dit du mal d'ailleurs du jeu au gars qui était sur le stand où il m'a demandé ouais alors vous en pensez quoi parce qu'on avait le badge presse. Je lui ai dit c'est nul. Bref, avec plus de diplomatie que ça et je peux confirmer. J'espère. Qui est Tim Berners-Lee? Un auteur. Il a écrit des choses. Ou de son titre Sir Tim Berners-Lee. C'est un anglais déjà. C'est un anglais, en effet. Il est né à Londres. Un auteur donc. Ce n'est pas un auteur. Un acteur? Un acteur non plus. Un créateur. Un créateur, oui. En même temps, ne sommes-nous tous pas un petit peu créateurs? Oh là là. Est-ce qu'il a fait des jeux vidéo? Il n'a pas fait de jeux vidéo. Des films? Non plus. Des séries? Non. Des jeux de société? Non. L'IA? Non. Un truc sur Internet? Défini truc sur Internet. Un ordinateur. Ou un logiciel. Non, pas un logiciel, pas un ordinateur. Mais il y a quand même un rapport avec Internet. Il y a un rapport avec Internet. Un moteur de recherche. Il n'y a pas de moteur de recherche. Un truc de software. Défini software. Elle sait pas définir software. Logiciel. Logiciel, moi. J'ai dit logiciel, t'as dit non. Non, pas logiciel. Il n'a pas fait un logiciel. Est-ce qu'il a fait un manuel? Non. Hardware. Non. Non, parce qu'il m'a dit software. C'est plutôt dans le monde du software. Software ou hardware, non. Il a fait la souris pour cliquer. Alors, c'est quelque chose qui est intangible. Il a créé quelque chose d'intangible. Défini intangible. Qui ne peut pas se toucher. Ah. Et il vous reste à peu près 1 minute pour trouver avant que l'on passe à la suite. Un indice? Non. Ah ouais, d'accord. C'est pas du software, c'est pas du hardware, mais c'est intangible. C'est intangible, exactement. Le cloud. Intangible. Non, c'est pas le cloud. C'est un concept. Pourtant, ça marchait bien. C'est un concept. Non. Non, c'est pas un concept. C'est un principe. C'est un truc de rencontre. Une formule, une appli. Une appli, non. Et fais pas le désinvolte comme ça quand tu réponds à nos questions. Fais ce qu'on peut. En même temps, toi, t'as la réponse, nous pas. Ouais, hein. Et puis en plus, t'es obscur. Bah, c'est pas une appli. En règle générale, hein, pas. C'était tout simplement un langage. Internet, c'est le HTML, exactement. C'est donc le créateur du HTML qui était notre. Eh ben, je vais me coucher. Voilà. C'était donc, c'est ça, Tim Berners-Lee, le créateur du HTML que l'on utilise. C'est un anglais donc. C'est un anglais, ouais, c'est un anglais. Qui est né à Londres. Qui est né à Londres et qui a maintenant 70 ans, qui est toujours vivant. Et j'allais dire on lui souhaite un joyeux anniversaire, mais non, c'était le 8 juin. Ça n'a absolument rien à voir. C'était donc le créateur du HTML. Il est maintenant 20h, passé de 50 minutes. Il est temps pour nous de rendre l'antenne. Alors, on vous remercie encore une fois d'avoir répondu présent à cette 3e saison de l'Entre du Geek. On se retrouve la semaine prochaine avec plein de choses. On aura notamment Laura qui nous parlera de... Ah, je peux le dire cette fois, ça fait du bien du phénomène de cet été, K-Pop Demon Hunters. Oui, je suis trop contente. Ouais, je suis trop hâte. Restez branchés sur Happiness. On se retrouve la semaine prochaine à 19h pour un nouveau numéro de l'Entre du Geek. En attendant, vous pouvez nous retrouver en podcast sur Spotify, Deezer, Amazon Music, Amazon Prime, Apple Music, bref, toutes les plateformes. Et également sur le site happinessradio.fr, magnifique site fait encore une fois par le service com et notamment Kevin et Arnaud. On peut les applaudir. Voilà. En attendant, on vous souhaite à tous une bonne semaine. Amusez-vous bien. Ciao! Tous les mercredis, de 19h à 21h, c'est l'Entre du Geek sur Happiness.